Bonjour, bonsoir, au microphone Bruno Guglielminetti. Bienvenue à cette édition de Mon Carnet. C'est l'édition du vendredi 11 octobre 2024. C'est une grosse édition encore cette semaine. D'ailleurs, je reviens à peine de Nashville aux États-Unis où se tenait une rencontre d'Amazon pour parler d'innovation. Vous avez peut-être même d'ailleurs vu mes articles sur moncarnet.com sur le sujet. Je vais en parler de ce que j'ai vu dans quelques minutes avec Jérôme Colombin. Mais pour le moment, permettez-moi de vous présenter le sommaire de l'édition de cette semaine. On va parler de l'industrie de la cybersécurité au Québec. Il y a un rapport qui vient d'être publié par les gens de Prompt sur le sujet. On va parler de Zoo Canada qui avait un gros événement à Montréal cette semaine. D'ailleurs, je tiens à les remercier parce que c'est eux qui appuient la production de Mon Carnet cette semaine. On va parler d'innovation dans le domaine du spectacle avec quelqu'un de chez Solotech. On va rester dans le divertissement en parlant d'une nouvelle installation immersive qui vient d'arriver au Centre Phi à Montréal. Et puis, à quelques jours de Montréal Connect, on va parler à un de leurs invités qui vient de Belgique et qui s'intéresse, c'est le moins qu'on puisse dire, à l'intelligence artificielle. Et puis, il y a mes collègues qui sont là. Il y a Stéphane Ricoul qui va nous parler d'intelligence artificielle et de nos sentiments. Et puis, Jean-François Poulin qui reçoit une spécialiste du monde UX pour parler de UX et de ressources humaines. Alors, voilà le programme de Mon Carnet cette semaine. Maintenant, permettez-moi de saluer 5 auditeurs de Mon Carnet. Salutations toutes particulières cette semaine à Suzy Forget, Sophie Lafrance, Mackendy Antiton, Soline Paquet et Alain Lorraine. Merci à vous d'écouter Mon Carnet. Et puis, merci à vous que je n'ai pas nommé, mais qui m'accueillez présentement entre vos deux oreilles. Très heureux d'être avec vous et puis à tous, je vous souhaite une excellente écoute. Allez, direction Paris pour rejoindre Jérôme Colombin et parler d'innovation chez Amazon. Et pour le débrief transatlantique, comme son nom l'indique, on traverse l'Atlantique entre la France et le continent nord-américain. Mais d'habitude, moi j'atterris à Montréal. Et là, je sais pas ce qui s'est passé. J'atterris à Nashville, c'est ça, Bruno Guglielminetti, tu es là? Hi, Jérôme. How do you do? Qu'est-ce que tu fabriques à Nashville, Tennessee? En plus, à l'heure où on se parle, il est 6h du matin, si j'ai bien compris. Ouais. Ben écoute, j'avais besoin de me changer les idées. J'ai dit, tiens, on va aller à Nashville, on va aller écouter de la musique. Ben, j'ai bien fait parce que la musique, il y en a partout. Ouais. Mais plus sérieusement... Tu enregistres un album, c'est ça? Hein? Je peux pas en parler, Jérôme. Je t'ai dit, on n'en parle pas. Mince. Bon. Donc, officiellement, je suis ici... Donc, ta couverture, c'est quoi? Bon, c'est ça. C'est Amazon qui organisait un événement qui s'appelait Delivering the Future, et donc, essentiellement, livrer le futur, si je le traduis en québécois. Et l'idée là-dedans, c'est de présenter à des gens, principalement des gens qui suivent la tech, les avancées et l'innovation chez Amazon, tant au niveau du service avec les clients, au niveau des vendeurs aussi, qui utilisent leur plateforme. Ça, c'est intéressant. Puis aussi, l'innovation dans tout le processus qu'ils ont pour être Amazon. Donc, ça veut dire l'infrastructure technologique, mais ça veut dire aussi les usines. On pense aux robots. Et puis, et parler beaucoup d'IA. L'an dernier, c'était à Seattle. Tu te souviendras, on avait fait un truc... Oui, on en avait parlé. Ouais. Je me souviens tellement le son était pas bon, je te parlais de l'aéroport. Et puis... écoute, j'espère que là, ça va être un peu meilleur parce que tu n'as pas ton micro habituel. Mais bon, l'IA nous arrange tout ça. Oui, mais en gars de radio, tu le sais, c'est le micro qui fait une bonne partie du travail. Tu sais, c'est pas tellement nous. Et donc, là, ça a été vraiment... L'an dernier, on nous parlait beaucoup. On évoquait l'intelligence artificielle, mais cette année, on a vraiment démontré... La dernière année, là, ils l'ont mis partout, ils ont saupoudré. Et contrairement à ce qu'on voit souvent, il y a le nom, mais on voit pas vraiment ce que ça donne. Ben là, ça nous a permis de montrer que oui, et ils sont en train de lever la barre quant à l'expérience de l'utilisateur en ligne. C'est super. Alors, effectivement, Amazon, c'est une vraie boîte de tech. Hein. Il faut pas l'oublier. Oui, il faut pas l'oublier, ça. Donc, tu dois avoir vu plein de choses. Qu'est-ce que tu retiendrais, et notamment en matière d'IA? Donc, concrètement, qu'est-ce qu'ils sont en train de préparer? Il y a deux choses, moi, que je trouve trois choses. Il y a le vendeur, l'expérience du vendeur. Aujourd'hui, ils ont décidé de mettre à la disponibilité. Évidemment, tout ce que je te dis là aujourd'hui, c'est disponible aux États-Unis. C'est pas encore disponible en Europe. Un jour, ça le sera. Là, tu le sais comment ça fonctionne. C'est pas disponible au Canada encore, mais ça s'en vient. Et là, l'idée, c'est de permettre d'avoir presque un agent personnel
un spécialiste d'Amazon qui travaille avec le vendeur. Quand je parle du vendeur, là, c'est celui qui fait les souliers et qui décide d'utiliser Amazon pour les vendre. Et puis imaginez, il y a des très petites entreprises, presque des artisans, jusqu'à des grandes entreprises qui utilisent ça. Et pour tous c'est ces le côté place de marché d'Amazon. Hein, exactement. C'est le côté marketplace. Ouais. Et donc, tout ce pan d'expérience-là, maintenant, Amazon arrive avec l'intelligence artificielle, mais vraiment là, qui pousse à du 120%. Donc, ça permet d'avoir un assistant personnel qui peut évaluer tes campagnes, qui peut te conseiller, qui peut te parler de programmes qui existent. À un moment donné, si tu veux évaluer comment fonctionnent tes choses, ben lui va passer à travers tout ton catalogue qui est disponible sur Amazon. Il va te dire ce qui marche pas. Tu sais, normalement, ce qu'un humain ferait, mais on n'est pas tous bons à travailler avec l'analytique. Lui, il va t'aider en temps réel si tu le demandes. Si tu lui demandes rien, là, c'est comme s'il n'existerait pas. Mais si tu décides de l'amener dans ta stratégie de positionnement, il peut donc faire l'évaluation de ton catalogue présentement, mais il peut aussi travailler sur la mise en marché d'un nouveau produit. Et si, mettons, tu es dans le domaine du T-shirt, à un moment donné, enfin, au Québec, il avait eu l'idée d'appeler ça un gaminet. Ça n'a jamais fonctionné, donc un T-shirt. Et là, tu dis, je voudrais lancer... Un quoi? Un gaminet. Un gaminet? Oui, puis ça n'a pas fonctionné. Ah ouais. Non, bah tant mieux. Faut arrêter d'inventer des mots. Il faut vous calmer là. Non, on va continuer avec Amazon. Non, mais ça, c'était un fonctionnaire qui avait un vendredi de libre, puis qui est parti. Donc, je reviens à mon histoire de T-shirt chez Amazon. Alors, disons que le commerçant, lui, c'est ça qu'il vend sur Amazon. Alors, il va lui dire, je voudrais créer un nouveau T-shirt à vendre, mais je sais pas quoi. Ben, l'agent va commencer à analyser le marché, les tendances, qu'est-ce qui plaît aux gens. Wow. Il va lui revenir en disant, écoute, à l'heure actuelle, là, ce qui fonctionne bien, c'est ça. Il pourrait presque l'aider à faire le design du chandail. Et puis, l'autre aspect qui est chouette, puis je vais terminer là-dessus pour l'aspect du vendeur, c'est que auparavant, quand on va, nous, comme clients, quand on va chercher quelque chose, il y a toujours une fiche technique à côté pour savoir c'est quoi le numéro de série, le modèle, combien de centimètres d'un côté, toute l'information technique. Ben là, maintenant, avant, c'était le vendeur qui devait envoyer ça, puis souvent, l'expérience était plus ou moins boiteuse. Là, maintenant, ils ont dit, regardez, on va vous simplifier l'affaire, prenez une photo de votre produit et nous, on s'arrange avec le reste. Imagine, pour faire le catalogue. Et donc, l'IA, elle est branchée sur probablement tout ce qui existe de produits sur la planète. On parle de centaines de millions de produits. Et il arrive à chercher les bonnes informations pour le produit en analysant la photo, en reconnaissant le produit. Mais ça s'arrête pas là. Une fois, disons, on prend l'exemple d'un télescope. C'est l'exemple qui nous a été donné. Alors, le commerçant voit la photo du télescope. Là, il reconnaît le modèle du télescope, a tout le distinctif de cette affaire-là. Puis après, il dit, OK, c'est beau. Là, elle est dans ton catalogue. Mais est-ce que tu vas en faire la promo? Normalement, là, la personne aurait contacté le fabricant ou aurait fait une petite session photo. Elle dit, non, c'est beau. Est-ce que tu as du matériel promotionnel? Ben oui. Alors, un peu comme avec les outils qu'on utilise, nous aussi, ils vont générer des images du télescope. On va lui demander dans quel contexte tu veux l'avoir. Est-ce que c'est un soleil couchant sur la bord de la plage et tu vois des gens utiliser le télescope? Est-ce que c'est le télescope tout seul? Et puis, ça va générer ces images-là. Mais pire que ça génère même de la vidéo. Pour mettre en valeur, tu peux mettre du texte si tu veux. Écoute, c'est juste, le mot qui me vient en tête, là, c'est débile. C'est de voir la facilité avec laquelle les commerçants maintenant vont pouvoir utiliser tous ces outils d'IA pour mettre en valeur leur matériel dans le catalogue, le lister, si tu veux. Et puis après, en faire la mise en marché. Alors ça, là, c'est vraiment une grosse nouvelle. C'est d'abord disponible aux États-Unis, puis par la suite, c'est un petit peu Et puis, ce qui est génial, c'est que ça va fournir des outils incroyables, y compris à des petits commerçants qui n'auraient pas pu se payer ce genre de prestations, en fait. Oui, ça, c'est un truc de fou. Puis après, quand on regarde de l'autre côté de l'acheteur... Oui, alors là, c'était le vendeur du côté de l'acheteur. Qu'est-ce qu'il y a de neuf? Là, l'acheteur, lui, il se retrouve avec des outils qui l'aident. Il y a deux trucs importants qui sont sortis. Il y a la publication, c'est toujours aux États-Unis, mais ça s'en vient par la suite ailleurs. C'est un guide d'achat dans une centaine de catégories de produits. Et donc, tu peux vraiment lui poser des questions. C'est fait par le biais d'un agent conversationnel qui s'appelle Rufus. Et ça, on va en entendre parler beaucoup. Pardon. Et donc, le fameux Rufus, tu peux lui demander des questions en disant, c'est l'anniversaire de ma mère, je voudrais lui faire un cadeau, mais j'ai pas d'idée.
Ah, il dit, bon, puis il va te répondre en disant, c'est bien généreux de ta part, mais qu'est-ce qu'elle aime, ta mère? Et là, achète une moto, un truc comme ça. Oui, ou une nouvelle maison. Ouais, oui, un truc simple. Oui, parce que sa Bugatti, elle n'est pas vraiment usagée. Donc, mais là, après, c'est de voir, c'est de donner de l'information sur la personne ou le produit que tu recherches, parce que ça peut être aussi, je me cherche une télé, mais je cherche une télé où qui a besoin de 4 ports HDMI. Et les ports HDMI doivent être derrière, ils ne doivent pas être sur le côté parce que dans ma mise en place, c'est important. Il va aller chercher les modèles qui sont disponibles. Et tout ça en mode conversationnel. Alors, c'est vraiment un assistant à l'achat qui est là pour aider les acheteurs. Puis ça va vraiment changer l'expérience client. Puis, ultimement, une fois que tu as acheté, disons, ta télé ou ta moto, il faut qu'ils viennent te la livrer. La moto, c'est assez facile à repérer dans le camion de livraison. Ouais. Mais disons que c'est la télé. C'est un petit modèle de téléviseur, de moniteur que tu as acheté. Maintenant, ils ont commencé à embarquer ça sur les camions de livraison d'Amazon. Il y a un système de pointage qui couvre l'ensemble de la cabine et qui permet à une intelligence artificielle qui est embarquée dans le véhicule de pointer le ou les bons paquets à livrer à une maison. Donc, le véhicule sait où tu es rendu. Alors, disons que je suis stationné juste devant chez toi. C'est le camion qui m'a amené là parce que je sais que tu as des paquets à livrer. Et là, quand j'arrête le véhicule, automatiquement, l'intelligence artificielle envoie une lumière en disant c'est le paquet que je dois donner à Jérôme Colombin. Il va mettre des X sur tous les autres paquets qui ne vont pas chez Jérôme Colombin. Wow. Donc, s'il y en a un, il y en a deux, il y en a trois qui doivent être livrés, il va avoir 3 petits ronds verts sur les paquets. Et disons qu'il en manque un. Manque de chance, il est pas là. Tu vas sur le petit tableau de bord, on va voir qu'il y en a 2 qui sont identifiés, mais il y en a un 3e qui est pas là. Et donc, là, le livreur va devoir chercher ailleurs pour voir s'il n'est pas ailleurs dans d'autres boîtes. Mais c'est de l'intelligence embarquée dans les camions pour faciliter la vie des livreurs. Et je parlais avec un des livreurs qui avait testé la formule. Il dit ça enlève 60% du stress d'une journée. Ouais. Si on se lève, on sait tout de suite ce qu'on a à apprendre. C'est comme si on avait un assistant embarqué dans le camion qui nous dit voici, c'est le paquet. Donc ça, le livreur accède à ces informations comment? À travers un écran de smartphone? Non, visuellement. Il y a vraiment, c'est des lumières qui pointent sur les paquets. Ah, c'est un système d'éclairage qui pointe sur les boîtes? Exactement. Ah ouais, ok. Exactement. D'accord. Mais c'est ça. Donc, visuellement, lui, il a juste, aussitôt qu'il arrête son véhicule, l'intelligence artificielle embarque en face en fonction de l'adresse où il est, pour lui dire, voilà, c'est ces paquets-là ou c'est ce paquet-là que vous voulez. Bruno, t'as pas l'impression que c'est aussi le chemin qui se dessine vers des livraisons totalement robotisées à terme, un jour ou l'autre? Ah oui. Parce que là, c'est un peu la réflexion que je me suis faite quand j'ai vu, puis c'est intéressant que tu sois là. Quand on est rendu, quand il y a un robot ou une machine qui est en train de te dire c'est ce paquet-là, on s'entend qu'il manque juste le bras pour prendre le paquet, le mettre dans le petit robot qui, lui, va partir puis va aller livrer à la maison. On est à 1 an, là, 1 ou 2 ans de ça. C'est le chemin qu'Amazon veut prendre. Ouais. Et d'ailleurs, alors, ils ont des robots, hein, évidemment, on en avait parlé l'année dernière, etc., dans les entrepôts. Ouais. Ah, puis ils nous en ont présenté une nouvelle génération, là. Et ce qui est intéressant, l'an dernier, ce qui avait frappé l'imaginaire, c'était de voir des robots un peu humanoïdes, là, qui étaient sur 2 pattes. Finalement, ils se sont rendus compte, à force de travailler puis d'essayer de faire quelque chose, ils se sont bien rendus compte que c'était les plus compliqués à faire au niveau de la manufacture, au niveau pour travailler dans des entrepôts. Et que finalement, les robots les plus efficaces, c'était un bras, c'était une tête, c'était des membres que nous, on utilise, mais pas nécessairement tout le truc au complet. Alors, les robots qui sont fonctionnels chez Amazon sont de moins en moins des répliques humanoïdes, soi-disant de l'humain, mais beaucoup plus c'est beaucoup plus des machines. Et ça fonctionne vraiment. J'en ai vu quelques-unes. Là, c'est impressionnant. Merci beaucoup, Bruno Guglielminetti. C'est passionnant pour ce coup d'œil sur les innovations d'Amazon, voilà, qui sont visibles ou invisibles parfois. Hein. Bon, écoute, je te souhaite un bon retour chez toi, camarade. Merci. Puis, sais-tu quoi, Jérôme? Si tu veux encore en entendre parler, moi, je t'invite, puis j'invite les auditeurs à rester à l'écoute ou à venir écouter mon podcast parce que
tout de suite après notre conversation, imagine-toi donc, j'ai croisé François Sorel qui était ici. Oh et non! Je lui ai demandé, oui, pas je lui. sais, celui qu'on entend d'habitude une fois par mois à ton débrief, méga, giga transatlantique. Je sais, il est toujours dans les mauvais coups. Ouais, mais là, c'est ça. Puis on a parlé un peu de ce qu'on a vu. Ah bah écoute, super. Donc allez écouter François Sorel et Bruno dans ton carnet. Et puis juste avant cela, eh bien écoute, c'est Monde Numérique qui continue pour ceux qui sont avec nous. Et pour ceux qui veulent venir, ils sont les bienvenus. Ben, je te remercie. Moi, je te souhaite une bonne fin de podcast. Puis on se retrouve la semaine prochaine. Oui, salut Bruno. À la semaine prochaine. Salut. Si vous désirez suivre l'actualité numérique au quotidien, vous devez vous abonner gratuitement au nouveau podcast 120 secondes de tech, animé par Bruno Guglielminetti. Dans chaque édition, un résumé de l'actualité numérique du jour en moins de 120 secondes. Pour découvrir 120 secondes de tech, visitez moncarnet.com ou visitez Apple Podcast, Spotify ou YouTube et cherchez 120 secondes de tech. De retour à mon carnet. François Sorel, bonjour. Bonjour Bruno, fait plaisir de te voir vraiment. Ben, heureux de te croiser en Amérique. Mon frère de tech, Bruno. Ah, c'est gentil. Mais je vais peut-être rendre jaloux Jérôme. Non, demi-frère. Non, mais on est une grande famille. Mais oui, bien sûr. Ouais. Écoute, je viens tout juste de parler à Jérôme, je lui ai expliqué ce qui s'était passé. Moi, je voulais savoir, toi, qu'est-ce que tu retiens de ce Delivering the Future d'Amazon? Moi, ce qui me frappe chez Amazon, c'est cette volonté, cette marche forcée vers l'innovation. Marche forcée, ouais. Ah, je trouve. Parce je pense que c'est dans l'ADN de cette boîte-là. Et deux, parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix aujourd'hui. Quand tu suis un petit peu l'histoire d'Amazon, tu vois bien que leur obsession, c'est la satisfaction client. Voilà, ça a toujours été comme ça. Ça a été l'une des règles qui a été écrite par Jeff Bezos. Et aujourd'hui encore, c'est vraiment l'obsession de cette boîte. Quand tu vois que ici on te parle de minutes de gagner grâce à un robot qui va faire gagner quelques instants pour la livraison. Quand on voit les navettes là, les camionnettes électriques avec cette technologie dont tu as parlé, qui permettent de détecter les colis pour faciliter en fait la vie du livreur, qui se retrouve évidemment avec plein de colis dans son van, quoi, tu vois. Et là, une petite lumière verte qui tombe un peu comme une lumière céleste qui arrive. Voici le bon paquet. C'est le bon paquet pour Bruno, ne te trompe pas. Incroyable. Et à côté, t'as des lumières rouges pour dire attention, c'est pas celui-là. Et dès qu'il va faire 50 mètres, la lumière verte va passer sur le bon colis parce que il est en face du destinataire du colis. Ça, c'est quand même impressionnant. Et voilà, l'IA est présente, tout ce qui est intelligence artificielle, même générative. Tu as dû en parler aussi avec tout ce qui est fait pour que les vendeurs soient chouchoutés. Parce que nous, on est chouchoutés en tant que clients, mais les vendeurs doivent être aussi chouchoutés. Amazon commence à avoir de la concurrence. Et la concurrence, elle est asiatique. Elle est hyper puissante. Il y a Temu, il y a AliExpress qui dépensent des milliards en marketing pour investir le sol européen. Je sais pas trop aux États-Unis, je pense que c'est un peu plus compliqué. Il y a Chine aussi, tu vois. Donc Amazon se rend compte que il faut innover toujours pour rester numéro 1. Et c'est ça qui m'impressionne en fait. Pour répondre à ta question, c'est ça qui m'impressionne, c'est cette obsession du client et cette obsession d'innovation. Mais quand on regarde tout ce qui est fait justement dans le contexte de l'innovation, puis là on parle pas de Temu et AliExpress, mais imagine-toi une entreprise française qui investit des millions pour faire sa place dans le marché en ligne et qui sont en train de regarder ce qu'Amazon est en train de faire sur le côté. Ça doit donner le tournis. C'est compliqué parce que quand tu prends le marché français du e-commerce aujourd'hui, tu as quelques acteurs qui sont là, qui sont présents. Qui sont forts dans le monde réel, mais en ligne. Fnac.com se défend, tu vois, qui a la force. Fnac Darty, que tu connais peut-être, ils ont la force d'être à la fois présents en physique, ce que n'est pas Amazon. Rappelons-le. Tu vois, quand tu achètes une télé et qu'elle marche pas, t'es bien content d'aller voir un vendeur à la Fnac ou chez Darty. Et Darty, le gars il vient avec sa petite camionnette et il répare ta télé, tu vois. Ou alors il répare ta machine à laver et tout. Amazon, c'est un peu plus trouble, c'est un peu plus flou tout ça, parce que autant ta satisfaction client elle est parfaite quand tu achètes une machine à café ou une coque pour ton smartphone, mais il y a certains produits c'est un peu plus compliqué. D'ailleurs en France, tu vois, Amazon n'est pas hyper bon en hi-fi, électroménager, audio, parce que Fnac, Darty garde encore Boulanger évidemment, garde encore la main là-dessus, tu vois. Donc il y a
il y a une concurrence en France. Il y a Cdiscount, bien sûr, qui est quand même un géant, qui a des difficultés. Il faut pas se voiler la face. Hein. Je suis plutôt chauvin et plutôt patriote. J'aime bien pousser les innovations françaises, mais c'est vrai que c'est compliqué pour Cdiscount. Mais d'un côté, Amazon a un tel ancrage en France. C'est des dizaines de milliers d'employés. C'est des emplois induits, comme on dit, qui sont monstrueux. Tu vois, rien ne peut les arrêter. Il y a l'emploi direct et il y a les emplois indirects. Mais en terminant, tu repars en France avec quoi comme image en tête? Je repars avec... c'est une bonne question. Je repars avec c'est étonnant parce que je me souviens de notre rendez-vous de l'année dernière. À Seattle. De Futur, qui était spécialisé, qui était vraiment focalisé, tu t'en souviens, sur les robots. Ça m'avait totalement marqué. Là, ils en ont moins parlé, parce que je suis sûr qu'ils sont en train de préparer d'autres trucs. Tu vois, ils sont en train de préparer d'autres robots. Tu vois, je discutais avec l'une des boss de la robotique qui disait qu'elle avait du mal, par exemple, avec le robot humanoïde qu'on avait vu l'année dernière. Voilà, on se rend compte que, et tous les spécialistes des robots te le disent, un robot humanoïde, il n'y a rien de plus compliqué à faire. Et il faut trouver aussi l'utilité de tout ça, tu vois. Et donc, je garderai quand même, encore cette année, tous les investissements qui sont faits. Le gigantisme d'Amazon, incroyable. Aux États-Unis, on se rend pas compte, mais c'est incroyable. Enfin, la puissance d'Amazon. Et puis aussi la robotique, parce que c'est un sujet qui me fascine. On en parle beaucoup dans Tech & Co. Et j'avoue que il m'impressionne, vraiment. François Sorel, j'étais content de te revoir en vrai. Ben oui, bien sûr. Et je te dis rendez-vous au CES. Ouais, et bien avant dans Tech & Co pour débriefer l'actu avec moi, hein, comme tu le fais avec autant de talent. C'est gentil. Salut François. À bientôt, je t'embrasse. On s'intéresse maintenant à l'industrie québécoise de la cybersécurité. À l'échelle mondiale, on constate une pénurie de 4 millions de talents et le coût de la cybercriminalité, si on regarde ça, ça pourrait atteindre 10 500 milliards de dollars américains d'ici 2025. Face à cette menace, l'écosystème québécois s'est développé rapidement avec des entreprises et des firmes qui investissent évidemment massivement pour tenir la cadence. C'est dans ce contexte que Prompt, avec des acteurs clés du secteur, a réalisé un portrait de l'industrie pour mieux comprendre les besoins et les défis du secteur. Alors, pour parler de ce rapport qui donne un aperçu des enjeux et des pistes pour renforcer la cybersécurité au Québec, on va aller rejoindre deux messieurs qui ont travaillé sur ce rapport. D'abord, on va aller rejoindre Benoît Dupont, qui est professeur titulaire à l'Université de Montréal et également de la chaire de recherche du Canada en cybersécurité. Bonjour, Benoît Dupont. Bonjour, Bruno. Et avec nous également Pascal Fortin, qui est président et directeur général de CyberEco. Bonjour, Pascal Fortin. Bonjour, Bruno. Alors, messieurs, si on se lance dans la discussion, je vous demanderai pourquoi ce rapport, et deuxièmement, pourquoi maintenant? Pourquoi ce rapport? Parce que finalement, on s'est rendu compte que face aux chiffres que vous venez d'énoncer, qui sont assez stupéfiants en termes de milliards et de milliers de milliards et tout ça, on a très peu de chiffres, de statistiques québécoises qui nous appartiennent, qui essayent de représenter la taille de notre écosystème, l'ampleur de l'activité et du marché de la cybersécurité à l'échelle de la province, le nombre d'emplois vacants qui existent, le nombre d'emplois potentiels occupés par des diplômés. Et donc, c'est vraiment important d'avoir des métriques ou des indicateurs fiables pour le Québec parce qu'on a besoin de formuler des politiques et des investissements économiques et que si on n'a pas ces données-là, c'est vraiment très compliqué de pouvoir prendre des décisions éclairées. Puis je dirais dans un deuxième temps aussi, c'est pour faire dresser le panorama de tout l'écosystème. On se rend compte qu'au Québec, il y a énormément d'organismes publics, privés, des OSBL qui sont très actifs dans le domaine de la cybersécurité. Mais parfois, ils évoluent en silo et donc avec ce document-là, ça permet peut-être d'avoir une image aussi exhaustive que possible. Elle n'est pas parfaite, mais de ce qui se passe au Québec et peut-être d'aider à établir un maillage un peu plus dense. Pascal Fortin, est-ce que vous êtes d'accord avec cette présentation? C'est difficile de ne pas être d'accord avec Benoît, mais dans l'ensemble, je pense qu'il faut peut-être partir plus de l'origine, qui est, c'est quand même le MEI qui a fait cette demande-là
pour lui mieux comprendre comment, je pense, adapter sa politique économique d'investissement dans le secteur. Et et entre autres, ce qui a été nécessaire de soulever, c'est quoi le secteur versus l'industrie de la cybersécurité versus la problématique de la cybersécurité. Parce que, justement, la problématique, ça l'affecte tout le monde. Hein? Le secteur de la cybersécurité, mais là, on parle plus peut-être des acheteurs et des vendeurs. Donc, on a comme les deux côtés qui se rencontrent, l'offre et la demande. Mais finalement, du côté de l'offre de cette industrie de la cybersécurité-là, ben, il y avait beaucoup de paroles qui se promenaient, il y avait beaucoup de croyances et de mythes, mais il y avait peu d'informations. Et ça, c'est un premier débroussaillage de tout ça avec une certaine méthodologie qui a été prise au départ. Et le premier rapport de ce genre-là qu'on espère pouvoir répéter dans le futur avec quelque chose de plus exhaustif. La pénurie de main-d'œuvre dans le domaine, elle est assez importante dans l'ensemble de la planète. Mais si on regarde du côté québécois, est-ce que vous diriez que la situation est la même? En fait, si vous regardez même sur LinkedIn, vous regardez les sites d'emploi, il n'y a pas des milliers d'emplois ouverts en cybersécurité. Alors, pourquoi? Comment ces chiffres-là peuvent varier de manière aussi importante? Et aussi, si on regarde le type d'emploi, on regarde en détail et on voit que c'est des emplois pour des gens seniors dans l'industrie. C'est très rare qu'on voit des rôles d'entrée de carrière en cybersécurité. Et il y a vraiment une dichotomie entre les deux discours. Ce qu'on se rend compte de manière plus pratique, c'est qu'on a une pénurie d'emplois en TI depuis les années 90. Okay. Puis j'ose pas parler avant les années 90 parce que j'étais pas actif sur le marché du travail à ce moment-là, mais on s'en souvient, hein, on embauchait des réparateurs de frigo pour réparer des ordinateurs puis pour vendre des systèmes de télécommunications dans les années 90 et ça s'est poursuivi dans les années 2000. Donc, la cybersécurité étant une spécialité des technologies de l'information principalement et aussi une discipline de la gestion, j'ose dire maintenant, c'est effectivement des compétences qu'on recherche dans les métiers de gestionnaire et de spécialistes en TI, sans nécessairement chercher des spécialistes purs et durs dans des tâches de cybersécurité à proprement dites. Alors, il y a beaucoup de choses à nuancer là-dedans, puis à mieux, je pense, comprendre. Et aussi, il y a une mode autour de mettre cybersécurité sur absolument tout parce que on crée des emplois potentiellement un peu plus payants. Pour les fournisseurs, c'est plus attrayant, évidemment, de mettre cybersécurité parce que là, ça va nécessairement peut-être aller chercher des revenus additionnels. Donc, il y a plein de facteurs qui font qu'on mousse ça, un petit peu comme on le fait dans les AI, comme on l'a fait dans le blockchain aussi. Fait qu'il y a des macro-tendances aussi du point de vue marketing. Mais la problématique de fond, c'est une problématique beaucoup de technologie de l'information. Puis tant qu'on n'aura pas régler les lacunes au niveau des programmeurs analystes, des ingénieurs, des architectes de systèmes compétents, qualifiés et qui intègrent les principes de sécurité de l'information dans leur travail, ben, on va toujours dire qu'on a un manque de personnel en cybersécurité. Benoît Dupont, est-ce que vous avez la même lecture par rapport à la pénurie de talents en cybersécurité? Oui, tout à fait. Puis quand on commence à plonger dans les chiffres, c'est là que les choses commencent à devenir intéressantes et qu'on va un petit peu au-delà des messages alarmistes. Alors on se rend compte que oui, 70% des entreprises québécoises en cybersécurité, elles ont des postes ouverts, qu'elles ont de la difficulté à combler. Mais ceci dit, depuis 2-3 ans ou depuis le début de la pandémie, elles ont connu un rythme de croissance très, très élevé, le triple à peu près du reste de l'industrie des TI au Québec. Et elles ont réussi à recruter, je pense, dans les chiffres qu'on a réussi à obtenir, 40% des entreprises en cybersécurité ont connu une augmentation de leur main-d'œuvre de plus de 30% depuis 2 ou 3 ans. Donc, elles ont trouvé des employés à recruter. Elles ont plein de stratégies qu'elles mettent en œuvre. On l'a découvert. Elles ont des contractuels. Elles peuvent recruter à l'étranger ou des nouveaux arrivants. Elles embauchent beaucoup d'étudiants aussi qu'elles forment sur le tas et qu'elles aident à s'intégrer sur le marché. Donc, il y a une tension, c'est certain, mais en même temps, elles arrivent à recruter, puis ça les freine pas dans leur croissance. Et puis, un autre chiffre qui m'a surpris et où elles pourraient aller chercher plus
plus de performance, c'est que les femmes dans cette industrie-là, dans les petites entreprises du secteur, représentent à peine 5% de la main-d'œuvre dans le domaine technique. Et donc là, on pourrait aller chercher aussi ces postes vacants, les individus, les personnes qui pourraient les occuper en essayant de créer des programmes pour inviter plus de femmes à se joindre à cette main-d'œuvre. Donc, quand on commence à gratter dans les chiffres, on se rend compte qu'au Québec, on a une situation qui est tendue, mais pas si catastrophique que ça, bien au contraire, et avec quelques pistes d'amélioration que les entreprises du secteur sont déjà en train d'explorer. Est-ce qu'on peut comparer l'écosystème québécois ou si on parle du pôle de la cybersécurité au Québec, est-ce que c'est comparable à ce qui peut se faire ailleurs dans le monde? Est-ce qu'il y a des comparables? Il y a trois écosystèmes de référence dans le monde et il y a tout le reste du monde. Alors, vous avez la Silicon Valley, la région de Washington avec le Pentagone et Israël, de Jérusalem à Beersheba, c'est-à-dire une bande géographique de 40 kilomètres. Donc là, ces trois grappes, elles représentent 70-80% des entreprises de cybersécurité du monde. Et puis ensuite, vous avez tout le reste du monde qui essaye de bâtir des masses critiques et qui essaye aussi de souveraineté nationale ou locale. Donc, c'est difficile de se comparer à ces trois très gros écosystèmes. Mais par contre, au niveau canadien, on est assez compétitif. On est à peu près, on est derrière Toronto et derrière toute la grande région de Vancouver, mais on se défend très très bien. Puis on a des domaines d'excellence. On peut aussi, il y a des synergies potentielles avec l'IA qui sont à établir, je pense, et qui nous donnent une compétitivité internationale. Donc, je pense qu'on n'a pas à se fustiger trop, mais je pense qu'effectivement, on a encore de sérieuses pistes d'amélioration, ça c'est bien certain. Mais je pense qu'il faut faire attention aussi parce que quand on regarde comment ces données-là se représentent dans le temps, c'est que, par exemple, il y a eu une certaine effervescence dans l'Atlantique, au niveau du Nouveau-Brunswick, entre autres. Il y a eu plusieurs belles entreprises qui ont été achetées, entre autres, par IBM, qui sont devenues des leaders. On parle de QRadar, par exemple, et il y en a eu plusieurs comme ça. Et ça s'est passé dans une certaine période. C'est comme une grappe. Et cette grappe-là n'a pas continué. Donc, c'est une région qui n'est plus aussi prolifique là. On a eu quelques exits et quelques entreprises notoires dans le coin de Vancouver. Mais, tu sais, au Québec aussi, là, on vit des hauts et des bas. Et ça, c'est des symptômes que cette industrie-là qu'on a, elle n'est pas mature. Et elle est à développer. C'est parce qu'on n'est pas des producteurs constants. C'est un peu comme la personne qui est un viticulteur puis qui produit un bon cépage aux 5 ans puis que le reste du temps, on peut oublier la bouteille, là. C'est un peu ce qu'on est encore en ce moment. Donc, de définir quelque chose comme mature et performant, c'est d'être capable de répéter le succès. Et on n'est pas encore là. Si je vous demandais, selon vous, là, c'est quoi le plus gros défi aujourd'hui pour les entreprises québécoises en cybersécurité? Ils en ont plusieurs, mais je vous dirais l'adoption de leurs solutions lorsqu'elles sont au stade de démarrage ou de commercialisation, là, c'est difficile. Donc, les primo-adoptants, si vous voulez, ceux qui viennent en premier, crédibiliser les solutions, les utiliser, donner du feedback, permettre finalement à ces entreprises-là de vraiment participer dans l'arène, c'est très difficile parce que je peux vous donner quelques raisons. Une des raisons, c'est qu'on vend de la confiance dans quelque chose qui, à plusieurs degrés, est un peu obscur. Alors, pour le client qui dit, moi, je fais un peu une confiance aveugle à mes outils de cybersécurité, aux solutions et aux services, ils n'ont pas les compétences nécessairement pour vérifier et valider ça, il y a une préférence pour les outils et solutions établis. Donc, les solutions qui sont recommandées par, entre autres, les Gartner de ce monde et évidemment, les responsables de la cybersécurité, ils ont une peur raisonnable de prendre des solutions qui n'ont pas la compétence, par exemple, de vérifier. Alors, on y va avec ce qui va nous permettre de protéger l'entreprise du mieux qu'on sait. Alors, c'est difficile de percer ça. Puis, peut-être plus au Québec qu'ailleurs. On a vraiment un problème ici. On dit nul n'est prophète dans son pays, là, mais ça s'applique
tellement ici. Je sais pas pourquoi. Ça, c'est peut-être dans le livre là, des cordes sensibles des Québécois, là, peut-être qui a été réédité récemment, peut-être aller voir. Mais c'est une réalité. Mais je l'ai vécu avec ma propre entreprise et plusieurs autres projets de start-up, scale-up dans lesquels j'ai été. C'est plus facile de convaincre un Américain, des fois, de prendre notre solution qu'un Québécois. Benoît Dupont, de votre côté. Oui, non, j'allais dire, c'est en complément de ce que vient de dire Pascal, le défi, c'est d'atteindre une échelle, une taille critique qui permet justement de développer des produits, des plateformes, des offres de services qui soient attractives, compétitives à l'échelle internationale. Et la grande majorité des entreprises de cybersécurité au Québec, ça reste encore de toutes petites structures avec les reins très fragiles et qui sont donc dépendantes de certains aléas qu'elles ne contrôlent pas et qui, sur certains marchés qui pourraient leur permettre de croître, peuvent aussi se briser les reins s'il y a un accident qui se produit ou s'il y a des choses non anticipées là, qui viennent leur mettre des bâtons dans les roues. Donc ça, c'est vraiment difficile. Ce passage à une échelle qui leur permet de rentrer en compétition ou d'atteindre une vitesse de croisière internationale là, qui leur permette de se distinguer. Donc, on le comprend, vos commentaires, beaucoup encore de travail devant vous. Oui, absolument. Effectivement, mais un message d'optimisme aussi avec un écosystème très vivant et dynamique. Donc ça, il ne faut pas non plus l'oublier. Ben, messieurs, je vais vous remercier tous les deux de nous avoir présenté brièvement, parce qu'on s'entend, là, il y a beaucoup de contenu là-dedans, ce portrait du secteur de la cybersécurité au Québec. Ça vient d'être publié par Prompt. Je rappelle, Pascal Fortin, vous êtes président et directeur général de CyberEco et Benoît Dupont, vous êtes professeur titulaire à l'Université de Montréal et également, vous êtes titulaire de la chaire de recherche du Canada en cybersécurité. Merci à vous deux, messieurs. Au revoir. Merci de nous avoir invités. Merci, Bruno. Cette semaine, la grande famille de Zoo s'est donc donné rendez-vous à Montréal pour tenir l'événement Zoholic Montréal. C'est la première fois que l'éditeur de logiciels pour entreprises vient faire son tour, cette grande rencontre au Québec. Et c'est pas un hasard, parce que de plus en plus de petites entreprises utilisent leur outil. Pour revenir sur leur rencontre, mais aussi en profiter pour parler de Zoho, on va aller rejoindre immédiatement Rim Jabran de Zoho Canada. Bonjour Rim. Bonjour Bruno, comment ça va? Ça va très bien. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je veux vous demander, vous venez de passer quelques jours à Montréal. C'est un événement important, ça, hein, Zoholic? Oui, en effet, Zoholic, c'est notre événement phare. C'est la conférence annuelle d'Ozoho. C'est l'événement qui rassemble nos clients, utilisateurs, partenaires et même experts produits et chefs de produits. C'est vraiment tout l'écosystème qu'on retrouve là? Oui. C'est vraiment l'opportunité idéale pour nos clients et utilisateurs d'en savoir davantage sur Zoho et de découvrir en profondeur nos produits. C'est l'événement idéal si vous voulez savoir plus sur Zoho et comment Zoho peut vous aider et vous accompagner à développer votre activité. C'est Zoholic. Et pourquoi vous avez décidé cette année de venir le faire à Montréal? L'an dernier, je me souviens, c'était à Toronto, j'avais été voir ça. Oui, en fait, nos clients ont demandé. On a vraiment eu une présence intéressante. Ça montre que Montréal était vraiment un choix stratégique. Oui. Ouais. Avant, vous occupiez du marché nord-africain, si je ne me trompe pas? Moyen-Orient et Afrique. Ouais. Du coup, j'ai assisté à Zoholic en Afrique du Sud, à Dubaï, en Égypte. Et c'est ma première fois au Canada. Et c'était vraiment magnifique. Mais là, je vais en profiter parce que je vous ai Zoho à l'extérieur, là, en Afrique, par exemple, ou au Moyen-Orient, ça ressemble à quoi? En fait, au Moyen-Orient, c'est plus populaire. En Afrique, on avance doucement mais sûrement. Sur les 5 dernières années, il y a vraiment eu un développement, une progression. Beaucoup plus de personnes connaissent Zoho aujourd'hui par rapport au passé. Vous nous parliez que c'était des gens qui sont... les gens qui étaient à Zoholic Montréal, bon, c'était un peu tout l'écosystème qui utilise, qui emploie, qui développe les différentes solutions de Zoho. Puis vous venez de dire qu'il y a une croissance qui est importante qui se fait ailleurs dans le monde, mais au Canada, ça marche vraiment bien, vous. Oui, pareil pour le Canada. Sur les 5 dernières années, nous avons vu une croissance de 39,4%, ce qui est vraiment impressionnant. Et avec nos centres de données locaux, on a remarqué que de plus en plus d'entreprises au niveau du secteur public et de santé sont intéressées à nos produits. Comme tout le monde le sait, on est obsédé par la confidentialité. Oui. Et nous savons très bien que notre audience au Canada est aussi obsédée par la confidentialité. Du coup, le fait d'instaurer des centres locaux de données au Canada a fait, je pense que ça a fait bouger les choses encore plus pour nous.
Là, juste pour le bénéfice des gens qui connaissent peut-être pas Zoho, je vais en profiter parce que vous êtes là. Ça ressemble à quoi les principales solutions que Zoho offre aux PME? Pour les PME, Zoho, c'est comme une boîte secrète, une boîte à magie. Nous avons 55 applications et plus pour tous les différents domaines de l'entreprise. Ce qui est vraiment cool pour les PME, c'est qu'on ne vous oppose pas d'acheter tous ces produits. Donc, vous pouvez choisir ce qui répond mieux à votre besoin. Et au fur et à mesure que vous grandissez, vous pouvez soit acheter des forfaits ou opter pour Zoho One. Zoho One, c'est la solution tout en un qui rassemble toutes ces applications, qui est aussi abordable à partir de $50 par mois. Donc, nos produits sont efficaces, efficients, abordables et évoluent avec vous. Et donc, c'est le mot magique, hein, c'est d'évoluer avec l'entreprise en fonction de sa croissance à elle. Et évidemment, on vit dans un monde où il y a beaucoup de joueurs dans le domaine. Qu'est-ce qui différencie l'approche de Zoho par rapport aux autres solutions qui sont proposées aux PME? Qu'est-ce qui différencie Zoho? Notre philosophie, c'est la confidentialité. Du coup, impossible pour nous de partager nos données avec qui que ce soit. Vos données sont vraiment protégées chez Zoho. Zoho est une entreprise privée, comme vous le savez peut-être. Et non seulement nous avons 55 applications pour les PME, mais nous avons aussi Zoho Creator. C'est une solution low-code ou sans code qui vous permet de créer une solution unique pour répondre à vos besoins spécifiques. Juste pensez à Zoho comme ça. Peu importe le domaine ou bien le département de votre entreprise qui a besoin d'une solution, Zoho offre un produit pour ça. Vous venez de mentionner Zoho One comme solution, mais de plus en plus, vous utilisez vraiment l'intelligence artificielle à l'intérieur des solutions que vous développez. Vous avez mentionné Creator, mais c'est aussi dans les systèmes d'analytique? Oui. En fait, ce qui est vraiment excitant chez Zoho actuellement, c'est tout ce qu'on fait par rapport à l'intelligence artificielle. Et comme j'ai mentionné encore au niveau de la confidentialité, c'est que chez Zoho, on n'utilise pas les données de nos clients pour entraîner et développer notre intelligence artificielle. Du coup, chaque compte de chaque entreprise est protégé par un pare-feu. Ce pare-feu permet à l'intelligence artificielle de s'adapter uniquement à votre compte et de développer l'intelligence artificielle par rapport à votre compte uniquement et à votre entreprise uniquement. Donc, c'est vraiment un silo fermé, serré, sécurisé. Oui. Par exemple, on a l'intelligence artificielle au niveau de Zoho Analytics, de Zoho CRM et des Zoho Box. Par exemple, au niveau de Zoho CRM, l'IA aide à repérer des opportunités de vente. Zoho Analytics, elle fournit des explications détaillées pour mieux comprendre les résultats. Oui, on peut vous donner accès à les résultats, mais ce que l'intelligence artificielle au niveau de Analytics vous permet de faire est de savoir le pourquoi, de prendre des décisions plus éclairées pour le futur. Voilà, vous avez les résultats, mais l'intelligence artificielle chez Zoho vous permet vraiment de comprendre pourquoi et comment pour que vous puissiez prendre les bonnes décisions. Oui, prendre des bonnes décisions et avancer. En terminant, Rim, qu'est-ce que vous espérez que les participants de Zoholic Montréal ont retenu des 2 jours d'activité cette semaine? Zoholic, c'était vraiment l'opportunité idéale pour nos clients d'avoir tout ce qu'il leur faut pour développer leur entreprise. Et c'est vrai que c'est très rare dans une vie de pouvoir parler aux concepteurs des solutions qu'on utilise au quotidien. Rim Jabran, merci infiniment de vous être libéré comme ça puis de prendre du temps pour répondre à mes questions. Je rappelle que vous êtes de Zoho Canada, puis je vous dis à la prochaine, puis merci d'être passé à Montréal. Merci à toi également, Bruno. Au revoir. Au revoir. Allons faire un tour dans le monde du show business, si vous voulez bien. Show business et technologie. Vous connaissez probablement l'entreprise Solotech. Hein? Si ce n'est pas parce que vous avez déjà vu le nom sur une grosse caisse lors d'un spectacle ou dans les génériques d'émissions musicales à la télé. Mais ce qu'on sait moins, c'est que Solotech, c'est vraiment immense et qu'il y a probablement toujours quelque part sur la planète un ingénieur de son, un technicien ou une pièce d'équipement de Solotech qui est au travail. Qu'est-ce qu'ont en commun Céline Dion, le Cirque du Soleil, Taylor Swift, Harry Styles, BTS ou The Weeknd? Ils font tous confiance à Solotech pour leur spectacle. Alors, cette semaine, parlons d'innovation dans le monde du spectacle avec le président Solutions événementielles Canada de Solotech. Bonjour Martin Carrier. Bonjour Bruno. Chez Solotech, vous êtes dans le monde du spectacle depuis un moment, mais maintenant que les gens ont l'impression d'avoir tout vu dans les spectacles vivants, là, les grands spectacles, il est où maintenant le défi pour vous? Wow, excellente question d'entrée de jeu. Le défi est toujours au rendez-vous parce que le monde du spectacle évolue toujours.
chaque année. Puis c'est un monde d'innovation aussi, qui soit dans l'audiovisuel, mais qui soit dans la mécanique de scène. On l'a vu avec le temps, avec le cirque. Il y a le côté de l'art vivant humain, mais il y a toute la partie de comment est-ce qu'on vient utiliser la technologie comme levier pour pouvoir rehausser toujours l'expérience de spectacle. Donc, on est dans une période, je dirais, foisonnante parce que la technologie a beaucoup évolué dans les dernières années et ça amène plein de nouvelles possibilités. Et je pense que le défi de la maîtrise technologique, puis de bien rendre cette technologie-là au service, finalement, de la prestation artistique, c'est ça, entre autres, qui est un défi, puis ça nous anime beaucoup. Puis on a, écoute, par où commencer, en fait, parce que, on va parler des éclairages simplement, puis même avant, quand j'étais dans le monde du cinéma, puis toute cette transition-là des éclairages incandescents ou des ampoules, puis ça prenait du temps à chauffer, puis on n'est plus là du tout, là. On est dans la micro-gestion de chaque pixel, puis de la chaleur, puis des Kelvin, puis savoir quel degré de lumière on va trouver. Ça devient un outil incroyable, en même temps complexe. Et cette gestion-là, toujours au profit de l'artiste, c'est là que se trouve, je pense, une partie du défi des prochaines années. Puis il y a des gens qui ne sont pas conscients que Solotech, maintenant, vous faites partie des grands sur la planète, hein, dans le monde du show business, là, dans les grands spectacles. Qu'est-ce qui fait que vous avez pris cette place-là dans le monde du show business? Parce qu'il y en a de la compétition, là. Oui, la compétition, elle est forte, elle est vorace même. Mais Solotech existe depuis 47 ans maintenant. On nous commencé à peu près avec les Jeux olympiques de Montréal. Et notre bureau chef est situé là, rue Hochelaga. Pas tellement loin, oui. Exactement. On n'est pas loin de nos racines. On demeure en même temps très local, super implanté au Québec, mais oui, on rayonne à l'international. C'est, comme tu le dis, relativement peu connu parce que on est des gens, nous, de technique, d'arrière-scène. On n'est pas, c'est pas nous qu'on voit, même si on voit tous nos équipements, on les entend, mais les gens sont bien sûr. Puis si on fait bien notre job, les gens ne pensent pas à nous. Donc, et donc, ça explique un petit peu qu'on est forcément par le métier en arrière-scène et on a grandi historiquement avec nos grands partenaires, que ce soit le Cirque du Soleil, bien sûr, qui on collabore depuis presque tout début. Et on a grandi avec le Cirque et on s'est déployé à l'international avec eux dans toutes les grandes tournées, à Vegas aussi. C'est vrai aussi pour Céline Dion, qui est une cliente, je dirais, historique, partenaire historique de Solotech. Et on a initialement beaucoup suivi nos clients là où ils allaient à l'international. On a commencé avec nos clients québécois et éventuellement, on s'est fait un nom, une référence. Et les gens viennent vers nous maintenant pour ces grandes tournées-là. Effectivement, tu as mentionné Taylor Swift avec qui on travaille. On vient de faire un show monstrueux avec Adele à Munich. Et on est une référence maintenant pour ces gens-là. Et là, je pense un petit peu en vrac, mais Madonna aussi, ça a été la dernière tournée, on a été partenaire important. On était là avec des gens, des Québécois, Québécoises qui étaient en régie pour le show à Rio sur la plage. Et maintenant, Justin Timberlake va être ici vendredi et on fait audio, éclairage, vidéo sur cette tournée-là, ce qu'on appelle une approche 360. Donc, c'est aussi un effet d'entraînement. C'est les gens qu'on connaît, qui sont les grands directeurs de tournée, les directeurs de production, qui font appel à nous, passent par notre bureau de Los Angeles, entre autres, et de Vegas, pour amener, en fait, c'est une force de frappe aussi. Hein. C'est de l'équipement, c'est... Mais c'est une façon de faire aussi. Parce que de l'équipement pour l'équipement, là, tout le monde peut l'utiliser. Exactement. Mais vous avez une approche particulière. Ben, je pense que c'est les personnes qui font la différence derrière, nos techniciens et techniciennes qui sont là, qui maîtrisent ça et qui ont le sens du grand déploiement aussi. Parce que quand on est chez Solotech, on travaille sur d'énormes événements. On n'a pas besoin d'aller loin pour le faire. On les fait à Québec, par exemple, festival d'été, pleine de chansons avec Sismic. On est bien servi localement pour faire
se bâtir une expérience. On pense à tous les événements qui ont lieu au Parc Jean-Drapeau. Il y en avait encore un samedi dernier avec Kid Tranada, avec Evenco. On a vraiment une expertise qui s'est bâtie à travers le temps. Il y a tout le domaine de l'immersif qui commence à prendre de plus en plus de place dans les expériences, les grands spectacles qu'on voit. Comment vous abordez ça? Ben, et puis bon, ben, je pense que tu connais mon historique jeu vidéo aussi, bien sûr. Donc, le contenu, l'affichage du contenu, l'interactivité, comment est-ce qu'on utilise les moteurs de jeu ou les logiciels de gestion de contenu multimédia comme Disguise. À Montréal, au Québec, on a la chance d'aller vraiment puiser dans des expertises incroyables. Bon, forcément, on va penser à Moment, on pense au cirque aussi. Il y a beaucoup je sais pas si on les appellerait des jeunes pousses, mais des boîtes de création, Normal Studio, Supply and Demand, Gentilhomme, et ainsi de suite. Il y en a tout plein, là. Et rajoute là-dedans les Pixmob de ce monde, Connect and Go. Il y a un écosystème qui est vraiment incroyable. On travaille d'ailleurs à essayer de fédérer tout ça puis d'en faire je veux pas dire un peu autour des zones d'innovation dans ces concepts-là, parce qu'il y a vraiment un terroir qui est très fertile. Ça nous amène à être impliqués avec justement des Moment Factory sur différentes expériences que eux mettent en œuvre. On est là, nous, comme fournisseurs, puis comme, appelons ça un peu accompagnateurs techniques pour pouvoir, la technologie, les équipements vont tellement vite, et nous, on est vraiment au centre de ça. Puis on est de par notre taille, on est un joueur important avec nos fournisseurs. Donc, c'est un vecteur d'évolution qui est super intéressant et on le voit, là. On le voit à travers les expériences immersives mais résidentes, par exemple à Vegas avec COSUM, Area 15, Meow Wolf. Il y a toute une évolution. Puis on voit aussi l'évolution entre la musique et aussi les expériences. Donc, moi, j'ai eu la chance d'aller voir ABBA, le Voyage à Londres cet été avec la famille et t'as un peu eu l'impression de voir le futur, là. Et de comprendre pourquoi il y a tant de rachats de catalogues de droits musicaux, parce que on se rend compte que c'est certain que la meilleure expérience, c'est de voir en live un artiste, mais ça, c'est pas toujours possible. Éventuellement, certains artistes vieillissent et prennent leur retraite. Certains vieillissent et ne prennent pas leur retraite, mais certains oui. Et là, on peut voir que l'expérience immersive peut venir donner, en fait, vraiment pas nécessairement une seconde vie, mais un nouveau parcours à l'expérience. Et là, ça devient très intéressant. La sphère à Vegas aussi, qui est un autre espèce d'expérience qui est bouleversante, je dirais. C'est quelque chose qui est super intéressant, mais qui nous ramène au final à comment est-ce qu'on intègre bien la technologie dans ces expériences-là. Et ce que j'ai trouvé, entre autres, avec ABBA, c'était que le dosage était incroyable parce que c'était entre la technologie, la musique, bien sûr, qui est historique et parmi les plus populaires, mais aussi la scénographie. Fait que c'était pas juste Des fois, on a vu des choses, c'est de la techno qui nous en met plein les yeux, mais c'est un peu vide. Là, c'est l'ensemble de l'œuvre qui vraiment fonctionnait là, à tous les niveaux. Et je pense que c'est très prometteur. Puis, encore une fois, au Québec, on est tellement choyé d'avoir des boîtes de création incroyables. Comme Moment que je mentionnais tout à l'heure, entre autres. Il y a ThinkWell qui est devenu Tate maintenant. Et on a cet écosystème-là. Et c'est comme c'est à travers eux aussi qu'on voyage à travers le monde. Et justement, tu parles de nouvelles initiatives, de nouvelles expériences. Quand tu vois en Chine des producteurs de spectacles qui maintenant sont rendus à utiliser 10 000 drones, ça dit quoi ça pour un gars qui doit s'occuper de la sonorisation d'un événement comme ça après? Ben, c'est forcément c'est des beaux défis. Et aussi, on se dit, ben, c'est peut-être l'évolution. On se souvient d'aller voir les feux d'artifice chaque année à Montréal. Et c'est fantastique, c'est éblouissant. Mais il y a tout un nuage de fumée par la suite.
Donc, la technologie répond peut-être un petit peu à certains enjeux environnementaux, mais ça amène aussi, quand on met des drones dans le ciel comme ça, quand est-ce qu'on vient gérer, en fait, la musique, mais tout ça est lié par un serveur derrière. On est capable de se brancher, de synchroniser avec ça. Je trouve que la toile de fond devient finalement le ciel au complet. Ouais. Et c'est assez fascinant, là. On vient s'inventer des étoiles là, quelque part. Mais encore une fois, la technologie devient un levier pour augmenter l'expérience. Et c'est ça qui est intéressant. Et nous, le défi, c'est d'être au rendez-vous pour accompagner nos... nous, on n'est pas des créateurs de contenu. On est des opérateurs de contenu. Donc, et on fait bien cette distinction-là parce que le côté créatif, pour nous, est plus dans la technique que dans le contenu comme tel. Parce qu'on a tellement de gens qui sont experts puis nous, notre but, c'est de les accompagner là-dedans. Mais vous, c'est le rendu. Oui, exactement. C'est s'assurer qu'au final, tout soit synchro, que ce soit l'audio, le vidéo, les éclairages puissent bien se conjuguer et que ça fonctionne. Et que la vision du créateur puisse se réaliser. Je veux te ramener quelques années derrière, mais on a l'impression que c'est pas il y a très longtemps. Durant la pandémie, là, Solotech, les activités, à un moment donné, évidemment, ont été freinées parce que tout fermait partout. Mais vous avez pris ce moment-là pour réfléchir et revoir des choses, là. Comment ça a impacté sur la suite? Comment ça a impacté aujourd'hui? On a chez Solotech deux grandes divisions. La division pour laquelle moi je travaille, que je gère au Canada, qui est la division spectacle événementiel, tout ça. Et on a une division aussi qui est tout ce qu'on appelle les installations permanentes. Dès qu'il y a un édifice qui se construit, un stade, un hôtel, tout ça, nous, on peut faire toute l'installation des réseaux audiovisuels là-dedans. On le fait à Vegas, dans des resorts, dans des stades aussi. On travaille au Centre Bell, entre autres. Tous les bandeaux lumineux qu'on voit, c'est nous qui avons fait toute la vente, l'installation de ça. Donc, on avait la chance d'avoir ces deux côtés-là. Donc, quand les spectacles en live, ont été mis en pause, on a pris l'opportunité de faire grandir notre côté vente et intégration, qu'on appelle donc le côté d'installation permanente. Mais aussi en même temps, on a développé des solutions de webcasting. Forcément, on faisait un peu de tout en rencontre virtuelle. Donc, on a développé une plateforme qui s'appelle LiveSphere qui peut être déployée de façon quasi exponentielle. Ce n'est pas des milliers de personnes, c'est des dizaines de milliers de personnes. C'est devenu un outil pour nous super intéressant pour accompagner quand on fait des installations permanentes des salles de conférence. Puis là, on fait des prestations pour des grands cabinets d'ingénierie, par exemple, qui ont des gens un peu partout à travers le monde qui veulent connecter en même temps, qui peuvent pas nécessairement passer par Teams ou Zoom pour des questions de licence ou des questions de capacité, et qui veulent parfois avoir leur propre marquage, branding sur la plateforme. C'est ce qu'on offre, là. C'est une approche white label, comme on dit en bon français. Fait qu'on a vraiment on est allé chercher des ajouts dans notre catalogue pour pouvoir pallier à forcément une baisse de régime qui était drastique du côté des événements, mais qui par la suite est revenu quand même en force. Et on a gardé justement notre plateforme de web diffusion qui est très complémentaire. Puis là où on voit ça aller aussi, c'est j'ai parlé de COSOM tout à l'heure aussi, où on a de la diffusion en direct d'événements sportifs, pas nécessairement à la télé. On sait que tout ce qui est le linéaire est un peu bousculé, mais il y a de l'opportunité pour faire du webcasting en direct d'événements, de grands festivals. On parle du Festival d'été de Québec, par exemple, mais qui est souvent à pleine capacité. Mm-hmm. Donc, comment est-ce qu'on rend l'expérience de spectacle disponible à des gens qui sont hors région, qui ne peuvent pas se déplacer, qui n'ont pas eu accès? Là, on vient vers ces diffusions-là qui peuvent être possibles aussi. Martin, en terminant, on parle beaucoup d'innovation, mais présent aujourd'hui, il y a tout le dossier de l'intelligence artificielle. Comment c'est en train de venir bousculer votre industrie? Ben, c'est intéressant, nous, dans la partie arrière-scène.
Là, la première application qu'on voit, qu'on a étudiée de notre côté, c'est vraiment dans les entrepôts pour nous aider. Nous, on a des centaines de millions de dollars d'inventaire. On a des millions de pièces d'équipement. C'est gérer tout ça. Puis notre force, c'est cette espèce de balai qui est incessant. Et les équipements ils viennent, ils partent, ils se promènent entre nos différents entrepôts en Angleterre, à Nashville, à Vegas, à Montréal, Québec, Toronto, Saguenay. Il y en a. Et l'idée avec l'intelligence artificielle, c'est comment ça va nous permettre de mieux gérer, en fait, cette espèce de balai-là et de faire en sorte qu'on ait une intelligence d'affaires et de mouvement d'équipement qui puisse se bâtir avec le temps, qu'on apprenne qu'il y a une espèce de machine learning, si on veut, dans tout ça, pour qu'on puisse devenir meilleur à gérer l'équipement. Parce que ça, c'est vraiment à la base du métier même. Et c'est un des endroits où on voit l'intelligence artificielle venir donner, en fait, un coup de main à nos opérations pour pouvoir mieux se structurer, continuer de le faire à travers le temps. Et là, on va déménager, nous, à Montréal. On s'en va un petit peu plus à l'est dans Pointe-aux-Trembles, dans un nouveau building. Et ça va nous donner l'opportunité aussi de mieux intégrer des nouvelles technologies. Martin Carrier, président Solutions événementielles Canada, médias et technologies du divertissement mondiaux chez Solotech. Merci beaucoup d'avoir pris de ton temps pour répondre à mes questions. Ça m'a fait plaisir, Bruno. Et à une prochaine. À très bientôt. Je le disais en ouverture de mon carnet, le Centre Phi de Montréal nous propose une toute nouvelle expérience à vivre qui intègre l'intelligence artificielle. Je dirais même qu'elle carbure parce que c'est au centre de cette expérience-là. Du 9 octobre au 12 janvier 2025, vous pourrez essayer l'expérience Rêve codé. On parle d'une nouvelle exposition entièrement dédiée à l'intelligence artificielle au Centre Phi. Centre Phi qui est situé dans le Vieux-Montréal. Et pour en savoir plus sur cette offre, on va aller rejoindre la chef partenariat Nouveaux médias et relations publiques chez Phi. Bonjour Myriam Archard. Bonjour Bruno. Pourquoi avoir sélectionné cette exposition? Alors, Rêve codé est une proposition que l'on fait donc au public du Centre Phi de venir découvrir 2 œuvres dans le cadre de cette exposition qui s'appelle donc Rêve codé. Une œuvre dont le titre est Tulpamancer, l'autre œuvre dont le titre est The Golden Key. Qui ont été réalisées, produites, développées par 2 artistes américains, Matthew Niederhauser, basé à New York, et Mark Dacosta, basé à Berlin, qui ont eu envie de mettre au cœur donc de ces œuvres l'intelligence artificielle. Donc, pour revenir à la question pourquoi, ouais. J'ai eu la chance de découvrir ces 2 œuvres-là dans le cadre de mes différents voyages un peu partout à travers le monde pour voir ce qui se fait de mieux justement au niveau de, non seulement de l'intelligence artificielle, mais réalité virtuelle, immersive, réalité mixte, réalité augmentée dans différents événements. Et j'ai été absolument bluffée par la proposition, ou les propositions, je devrais dire, puisque ce sont 2 œuvres qu'ils nous font. Bon, ben là, justement, vous m'amenez à ma question. Mais qu'est-ce qui rend ces 2 œuvres aussi particulières? Ben, à mes yeux, d'abord, je vous parlerai de Tulpamancer que j'ai découvert donc à Venise en 2023. Donc, il y a tout juste un an. Je revenais de Venise il y a tout juste un an dans le cadre du festival, du volet immersif de la Mostra de Venise. Tulpamancer, c'est une proposition unique. Moi, je n'avais jamais vécu ou ressenti quelque chose de tel. Ce qui est incroyable dans le cadre des 2 œuvres, c'est que le public a un rôle à jouer sur ce qu'il va voir. C'est-à-dire que le public, si vous achetez un billet, vous venez voir Tulpamancer, vous achetez un billet et donc vous venez voir aussi le Golden Key, le rôle que vous jouez va influencer ce que vous allez voir. C'est un peu difficile peut-être. Mais ça veut dire que chaque visiteur n'aura probablement pas la même expérience avec l'œuvre. C'est exactement ça.
Donc, si on débute avec Tulpamancer, vous allez, puis je ne veux pas trop en dire, je veux quand même laisser un peu de mystère, mais on va vous inviter à vous installer à un bureau qui a l'air d'un bureau des années 80 avec un vieil ordinateur qu'on connaissait. Beige, ouais, beige, exactement, avec un gros écran, un gros clavier. Vous vous installez et là, défilent à l'écran des questions. On vous pose des questions sur vous, sur vos souvenirs, votre enfance, votre passé, votre vie. Et donc, vous répondez à l'écran à ces questions-là, qui sont donc, les réponses sont enregistrées quelque part. Et cette première étape est dure, j'ai envie de dire, je ne sais pas, peut-être une dizaine de minutes. Mais c'est vraiment des questions très variées. Comme je le disais, sur votre vie, votre enfance, vos souvenirs, vos rêves, vos envies. Une fois que ça c'est terminé, on vous amène dans une petite pièce adjacente dans laquelle se trouve une chaise et un casque de réalité virtuelle. Donc, on vous aide donc à mettre le casque de réalité virtuelle et vous allez réaliser, et moi, ça m'a pris un certain temps avant de le réaliser, mais quand j'ai réalisé, c'est là où j'ai été absolument... j'ai été vraiment... C'était incroyable comme sentiment. C'est que ce que vous allez entendre, parce qu'on vous fait une proposition non seulement visuelle dans le casque de VR, mais évidemment aussi sonore, ce que vous allez entendre et voir, ce sont les réponses aux questions que vous avez données. Donc, si je prends, par exemple, mon expérience personnelle, les questions auxquelles je parlais, par exemple, j'ai parlé de ma fille. J'ai une jeune fille de 17 ans aujourd'hui. Dans les questions qui m'étaient posées, bon, avez-vous des enfants? Si oui, parlez-nous d'elle et de lui. Parlez-nous un peu de votre chambre d'adolescente ou de la chambre adolescente de votre enfant. Et ce qu'on entend, c'est ce que moi j'ai écrit, mais c'est apposé à des visuels qui relatent aussi ce que j'ai écrit. Donc, j'ai revu, moi, la chambre de mon enfance, qui a été dépeinte d'une façon absolument incroyable. Donc, j'ai dû être très bonne dans les détails que j'ai donnés pour pouvoir vraiment avoir ce sentiment-là. J'ai vu ma fille, comme je l'avais décrite. Donc, ça a été un moment très émotionnel. Pour moi, j'ai vraiment vécu quelque chose de très fort. Ça m'a ramené dans mon passé, ça m'a projeté aussi dans l'avenir, dans comment je me vois, par exemple, dans quelques années. Donc, c'est un moment d'une puissance. Puis là, je veux pas non, mais ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que, puis c'est pas fréquent, c'est que plus le spectateur va s'investir au départ et plus il va obtenir de l'œuvre à la fin. C'est quand même intéressant. C'est vraiment une offre unique. Moi, j'en découvre, j'en vois des œuvres qui ont au cœur, donc on parle de réalité virtuelle, réalité mixte augmentée, comme je disais tout à l'heure, mais cette proposition, et c'est la rapidité aussi avec laquelle le tout se passe, parce que ça se fait tout ce dont je vous ai parlé, ça va se faire en une vingtaine de minutes. Cette œuvre-là, vous l'aviez découverte à la Biennale de Venise. Les deux œuvres, comment elles avaient été reçues? Ça avait été quoi les échos à l'époque, quand tu étais passé à Venise, mais aussi à South by Southwest? Tulpamancer, donc a été présenté en première mondiale à Venise en 2023. Je me souviens qu'à l'époque, c'était une des œuvres qui faisait le plus parler. Beaucoup de gens de l'industrie, de la XR, de l'immersif se retrouvent à Venise à chaque année. Et c'était vraiment une des œuvres qui était au cœur des discussions parce qu'elle touchait les gens. Et c'est là où on voit jusqu'à quel point une œuvre technologique, des fois, peut-être certaines personnes peuvent se dire, bon, moi, c'est techno, c'est peut-être pas, ça va pas venir me chercher. Ben non, au contraire, dans le cas de Tulpamancer, c'était vraiment très touchant. The Golden Key, qui est la seconde œuvre qu'on présente, elle a été lancée à South by Southwest cette année, donc en 2024. Elle a gagné d'ailleurs un des grands prix remis lors de South by Southwest. Et ce qui est intéressant, c'est que et The Golden Key et Tulpamancer étaient présentés à South by Southwest cette année. Donc, un peu comme nous, on le fait. Les deux œuvres, évidemment, comme je disais tout à l'heure, ce sont les mêmes artistes qui sont derrière ces œuvres, mais c'est deux propositions qui sont complètement différentes. Tulpamancer, on le vit seul. The Golden Key, c'est une œuvre à vivre en groupe.
à plusieurs. Mais encore une fois, comme dans le cadre de Tulpa Manser, c'est l'action du public qui fait évoluer l'histoire, qui fait évoluer l'œuvre. Et c'est ça qui est vraiment, je trouve, extrêmement intéressant comme proposition. Myriam, en terminant, quelles questions vous espérez que les visiteurs vont se poser après avoir expérimenté ces deux installations-là? J'espère que les gens qui ont peut-être peur de l'intelligence artificielle, de voir l'arrivée de cet outil qu'on a du mal à saisir, on puisse voir que ça peut être utilisé à des fins artistiques qui sont vraiment au-delà de ce qu'on peut justement imaginer. Donc, j'espère un peu démystifier cet aspect-là. Je souhaite toujours, avec les propositions qu'on fait au Centre Phi, bien sûr, d'aller où on ne nous attend pas, de faire des propositions, encore une fois. Je pense que j'utilise le mot unique souvent, mais c'est ce qu'on fait. C'est qu'on fait des propositions uniques. Oui, vous êtes dans l'unique, vous. Merci de l'entendre de votre part, ça me fait plaisir. Donc oui, c'est de montrer qu'on peut déverrouiller les portes de l'imaginaire aussi avec l'IA. Et ça, pour moi, je trouve que ça a un potentiel extraordinaire. Je rappelle que Rêve codé, ça commence le 9 octobre, ça va aller jusqu'au 12 janvier, donc vous avez le temps. C'est déjà possible de réserver ses places en passant par le site web du Centre Phi, qui est situé dans le Vieux-Montréal, je le rappelle. Myriam Achard, merci d'avoir pris de votre temps pour parler de ces œuvres-là. Je pense que si les gens ne sont pas convaincus par cette expérience-là en vous écoutant parler, ça va être difficile de les convaincre autrement. Merci beaucoup. Merci, Bruno. Au revoir. Mon prochain invité, c'est Nathanaël Ackerman, pilote de la coalition AI for Belgium et évangéliste en chef de l'écosystème belge de l'IA. Il est également responsable de l'IA pour la Direction générale de la transformation numérique des services publics fédéraux en Belgique. Je vous propose cette rencontre aujourd'hui parce que dans quelques jours, il sera l'un des invités de Montréal Connect et avec lui, je veux discuter du portrait de l'intelligence artificielle en Belgique, notamment en Wallonie, et le rôle d'AI for Belgium dans cet écosystème. Bonjour Nathanaël Ackerman. Bonjour Bruno. Nathanaël, vous êtes responsable de l'IA, vous avez différents chapeaux. Moi, celui que je préfère, c'est évangéliste en chef chez AI for Belgium. Ça ressemble à quoi l'intelligence artificielle en Belgique aujourd'hui? L'écosystème, il ressemble à quoi? Alors, la Belgique est organisée d'une manière particulière. Donc, il y a des régions qui ont une forte autonomie et des compétences importantes. Et donc, l'écosystème, il est structuré en différents plans qui se répartissent au niveau fédéral, dans les régions. Et on a aussi des communautés, puisqu'on parle des langues différentes. Donc, c'est un peu similaire à ce qui se passe au Canada. Ouais, au Canada. Et au Québec, voilà. Et donc, il y a différents plans qui chacun adressent des problématiques de formation, des problématiques d'uptake de l'IA par les acteurs publics et privés, et aussi, je dirais, de manière globale, l'impact socio-économique de l'intelligence artificielle, à commencer par les questions éthiques et légales, mais aussi voilà les implications sur le futur des métiers, sur le futur des jobs, et un aspect de sensibilisation aussi qu'on retrouve et qui est important. Alors l'écosystème, il y a un écosystème assez vivace en termes de start-up et scale-up, qui sont beaucoup d'intégrateurs et de service providers, mais on a aussi quelques entreprises qui ont une notoriété internationale dans des services ou des produits qu'elles développent en intelligence artificielle, par exemple en maintenance prédictive. C'est le cas, par exemple, d'Iker qui vient de rentrer en bourse, qui vient de faire une IPO. Maintenant, on a pas mal de boîtes aussi qui ont levé des fonds de manière importante dans l'année qui s'est déroulée. Et donc, c'est un écosystème très vivace par rapport à la taille de la Belgique. On a identifié 439, on devrait updater là maintenant ce mapping, mais 400 à 500 entreprises qui sont prometteuses dans le domaine. On a aussi un écosystème d'universités, de centres de recherche de très haut niveau, avec notamment
la KU Leuven qui propose des formations où il y a vraiment beaucoup d'étudiants de partout en Europe qui essaient de postuler pour suivre ces formations-là, mais aussi une recherche de haut niveau qui place la Belgique au-dessus, je dirais, de la moyenne européenne en ce qui concerne les publications, en ce qui concerne l'impact de ces publications en intelligence artificielle. On observe aussi, comme je l'ai évoqué, que les investissements et les financements sont en croissance importante au niveau du secteur privé. Sur l'uptake par le secteur privé, alors là, on a différents chiffres. On est au-dessus de la moyenne européenne dans tous les cas, mais on a des chiffres qui diffèrent un petit peu en fonction des régions et en fonction de la manière de mesurer les choses. Donc, on a entre 10 et 33% des entreprises qui ont intégré des technologies d'IA avec un objectif dans le cadre européen du Digital Decade qui est de 75% d'entreprises qui intègrent les technologies cloud, data et intelligence artificielle. Donc là, il y a encore un effort à faire, mais on est aussi en avance par rapport à la moyenne européenne. Quand je vous présentais tout à l'heure, je disais que vous étiez chez AI for Belgium. Qu'est-ce que c'est exactement cet organisme-là? Alors AI for Belgium, c'est la coalition des acteurs de l'intelligence artificielle au niveau de la Belgique qui réunit les experts du secteur public, du secteur privé, du monde académique et de la société civile, des ONG, etc., qui intègre aussi des citoyens. Donc, à la fois, essaye de rassembler les experts et les personnes intéressées par la transformation que l'IA induit pour aborder thématique par thématique différents sujets, identifier les priorités, identifier les écosystèmes et faire des recommandations ou des propositions au niveau du gouvernement. Donc, en fait, c'est pas une organisation, c'est pas une entité juridique, c'est une association de faits de l'ensemble des acteurs issus des différents secteurs et de la quadruple hélice de l'innovation, comme on appelle ça. Et c'est aussi un branding, je dirais, donc une marque pour la Belgique pour dire, voilà, on se positionne dans la tech et dans l'IA en particulier. Et donc, chaque acteur en Belgique peut aussi dire qu'il fait partie de la coalition AI for Belgium. Donc, on est dans une optique très ouverte d'échange. Et donc, il y a pas mal d'initiatives qui sont prises aussi par des membres de la communauté. Voilà. Donc, c'est pour ça que le titre est un peu Chief Evangelist Officer. C'est évidemment pas un titre officiel, si vous voulez. Oh, ouais. C'est l'idée que il faut à la fois valoriser le potentiel et les assets qu'on a, et à la fois, il faut sensibiliser les citoyens, il faut sensibiliser. Il y a énormément de questions qui convergent vers nous, sensibiliser aussi le monde politique aux enjeux qu'il y a derrière l'intelligence artificielle. C'est pas que de la technologie, c'est aussi une transformation de la société qui est emmenée par ces développements technologiques, en fait. Mais c'est intéressant à la fin de votre réponse parce que je me dis, est-ce que c'est l'ingénieur en vous qui fait que vous avez cette préoccupation de l'acceptation de l'utilisation de l'intelligence artificielle plutôt que si vous aviez été quelqu'un de marketing, par exemple? Ben, la première chose, quand même, c'est qu'on observe des résultats en recherche, que si vous avez vu aussi, j'ai passé un certain nombre d'années au sein de l'université, et donc il y a des domaines quand même très très concrets dans lesquels les attentes sont importantes, dans lesquels on voit des progrès, et en particulier les attentes. On a fait le ministère de l'économie a fait une étude sur la perception des citoyens belges par rapport à l'IA, mais je pense que c'est assez partagé dans le monde. Dans le domaine de la santé, typiquement, ben on améliore les diagnostics. On améliore la prédiction de réponse au traitement, on peut améliorer la prévention, on peut améliorer tout le système administratif. Donc, il y a des attentes extrêmement fortes là-dedans. Donc, oui, ce serait dommage, vraiment délétère de pas suivre ça. La deuxième chose, c'est que lutter contre l'arrivée de l'IA est un peu vain. Je veux dire, c'est là. Et on le voit de par l'adoption, par exemple, de l'IA générative à travers le monde. Et on voit des études qui montrent aussi l'augmentation de la productivité et de la qualité. Pour autant que les gens soient formés aussi, on voit que l'impact est d'autant plus fort qu'on est formé. Et donc, oui, si on veut pas être lag behind, si on veut pas être rater ce train, je veux dire, il est en marche et il faut l'accompagner. Donc, c'est pas tellement d'être technologie push, c'est être plutôt réaliste sur la situation
telle qu'elle est et empêcher, si vous voulez, de ne pas diffuser un message qui serait d'appropriation de l'IA, de comprendre le monde dans lequel on évolue et aussi de renforcer sans doute des compétences qui sont à la fois technologiques et des compétences soft de type esprit critique, etc., sont absolument indispensables pour préparer le présent et demain, quoi, le next future, on va dire. Donc, c'est pas que je veux ou que dans le discours que je vous présente là, il y a une volonté d'intégrer l'IA à tout prix. C'est que c'est là et que si on l'utilise bien, comme toute technologie, eh bien, ce sera bénéfique. Après, on peut discuter philosophiquement, mais voilà. Et donc, il y a souvent des peurs qui sont ataviques aussi, qui s'expriment, des peurs que l'homme, que la machine se retourne contre l'homme, que les jobs soient détruits par l'intelligence artificielle. Parfois, on évoque le fait que ça va augmenter la fracture numérique. Et tout ça sont des positions qui sont souvent assez intuitives et en réalité qui mériteraient d'être beaucoup plus creusées. Et c'est le contraire, je dirais. Donc, l'IA peut faciliter l'accès au monde digital. Il y a des nouveaux métiers qui vont apparaître. On peut consacrer du temps, enfin, ne pas utiliser des propositions de diagnostic qui seraient extrêmement pertinents, seraient mauvais pour un médecin. Et à la fois, il y a des nouveaux problèmes qui se posent, comme dans l'intégration de toute nouvelle technologie, par exemple la déresponsabilisation, etc., etc. C'est pour ça que le cadre éthique et légal prend une importance forte dans la réflexion européenne. Et là, de nouveau, il y a un juste équilibre à trouver entre régulation et innovation. Et ça, on est un peu les champions pour ce genre de choses-là. Donc ici, en Belgique, on pousse quand même vers une réglementation qui ne bride pas l'innovation, quoi. Bon, justement, vous m'amenez à ma prochaine question. Comment vit la Belgique en lien avec l'IA Act qui a été voté en Europe récemment? Alors, il y a énormément de choses qui restent à faire à l'heure actuelle. Donc, je dirais que la Belgique prépare l'arrivée du AI Act depuis sa présidence, puisque ça a été approuvé pendant la présidence belge. Ah ouais. Et donc, pour l'instant, on essaye de mettre en place la gouvernance de ce AI Act. Les choses viennent à peine de démarrer, mais on l'a anticipé beaucoup. Il y a beaucoup de travaux qui ont été faits, notamment au niveau du ministère de l'économie, ou notamment aussi au niveau des plans régionaux, etc. On a quand même des centres en Belgique assez forts sur ces questions d'éthique et de droit liés à l'informatique. Donc, que ce soit dans la partie flamande, au nord du pays ou dans la partie wallonne, donc au sud francophone, on a des centres qui sont reconnus internationalement, comme le CRID Nadi à Namur ou le CITIP à la KU Leuven. On a un centre aussi à Bruxelles qui s'appelle FARI, AI for the Common Good, qui est particulièrement centré sur ces questions-là. Alors, la Belgique a aussi 6 EDIH, donc European Digital Innovation Hubs. Donc, ça, ce sont des initiatives soutenues au niveau européen. Donc, 6, c'est un nombre important pour la taille du pays, dont une partie de la mission consiste à accompagner les entreprises dans leur transition IA et dans la compliance, d'une certaine manière, par rapport à l'AI Act. Mais à l'heure actuelle, dans l'AI Act, il reste beaucoup de choses à clarifier. Il y a tout le travail qui est fait sur la standardisation, tout le travail sur la gouvernance, qui démarre à peine, mais on nomme actuellement toutes les personnes qui vont participer aux différents groupes de travail du AI Board, du AI Office au niveau européen. Donc, ça va prendre 2 ans pour avoir cette réglementation qui soit, disons, d'application. Et on va co-construire aussi la jurisprudence. Donc, l'effet des écosystèmes est quelque chose d'important là-dedans. Donc, on essaye aussi dans les groupes et dans les échanges qu'on a d'avoir à la fois des regards de purs juristes, à la fois des regards académiques, à la fois des regards très pratiques du monde de l'entreprise. C'est ce qu'on a fait notamment au niveau de notre comité d'orientation, inviter quelques entreprises à montrer
comment elles intégraient ces notions, par exemple de transparence qu'on retrouve de manière forte au niveau de la réglementation et par le passé dans les Ethics Guidelines qui avaient été publiés en 2019, si je ne m'abuse, concrètement, quand on développe des solutions d'IA, on fait attention à ces questions, par exemple, de transparence. Voilà. Donc, on a mis en place aussi, ça je peux le dire, un comité consultatif d'éthique des données et de l'intelligence artificielle qui reprend des personnalités du monde académique et du secteur privé pour guider et remettre des avis sur les développements qui seraient faits au niveau de l'administration fédérale. Et donc, à côté du comité bioéthique, même s'il n'en a pas du tout encore l'ampleur et l'assise, on a initié ce comité d'éthique de l'intelligence artificielle avec un regard très pragmatique aussi sur les questions qui sont posées. Le 16 octobre prochain, vous allez être de passage à Montréal Connecté. Qu'est-ce que vous espérez de votre passage à Montréal? Alors, c'est un vrai défi ici parce que le Canada représente pour la Belgique quand même une terre d'échange assez naturelle, notamment avec la partie du Québec et de Montréal, par l'usage de la langue. La deuxième chose, c'est que c'est évidemment un des centres mondiaux de l'intelligence artificielle. Donc, ce que j'espère, c'est donner une image de la problématique telle qu'on la voit et comme on aborde ces enjeux au niveau européen et en particulier belge, en sachant qu'il y a des ouvertures qui ont été mises en place très récemment, notamment l'éligibilité du Canada, par exemple, dans des programmes de recherche de type Horizon Europe. Donc, on va pouvoir favoriser les échanges entre les deux régions et puis prendre connaissance de la manière dont ça se passe au niveau du Milan, notamment à Montréal et dans tout l'écosystème, au Canada, au Québec. Donc, ce que j'espère là, c'est favoriser les échanges, puisqu'on vient aussi en mission économique. Il y a une délégation avec des chercheurs, avec des entreprises, et donc pouvoir expliquer ce qui se passe, créer des liens, et puis prendre connaissance aussi du regard qui est porté sur notre réglementation, parce que on l'a connu pour le règlement GDPR, donc sur la protection des données. Et finalement, comment on s'achemine potentiellement vers une gouvernance de l'IA qui soit plus large que uniquement l'Europe, parce que c'est un vrai problème. Voilà, donc on a quelques initiatives qui émergent dans le partenariat mondial sur l'IA, par exemple, où le Canada a été cofondateur avec le gouvernement français. On a plusieurs initiatives qui vont, notamment dans les travaux à l'OCDE aussi, dans le sens d'avoir une réglementation qui soit plus large que uniquement l'Europe. Mais on va faire les choses étape par étape. C'est toujours des questions culturelles et donc c'est important de comprendre comment ça se passe dans des pays qui sont proches au niveau de la mentalité aussi de ce qu'on a chez nous. Nathanaël Ackerman, je rappelle, vous êtes directeur général de la coalition AI for Belgium. Moi, j'aime mieux votre titre d'évangéliste en chef. Merci d'avoir pris de votre temps pour faire ce portrait de l'IA en Belgique et en Europe. Merci beaucoup, Bruno. Au revoir. Au revoir. C'est au tour maintenant de mes collègues. Cette semaine, Stéphane Ricoul se demande si on peut s'attacher émotionnellement à l'intelligence artificielle. Voici sa réflexion sur le sujet. Une chronique un peu inusitée aujourd'hui parce que je vais explorer une question fascinante mais qui relève quelque peu de la philosophie. Même si mon ami Karl Boutet m'a présenté lors d'un événement la semaine passée comme le philosophe de l'intelligence artificielle, ce qui est somme toute tout de même un peu intimidant. La question est la suivante. Peut-on vraiment s'attacher émotionnellement à une intelligence artificielle? Cette interrogation, à la croisée de la technologie et de la psychologie, mérite une réflexion approfondie. L'intelligence artificielle, blablabla, est omniprésente dans nos vies modernes. Elle nous aide à organiser nos journées, à répondre à nos questions et même parfois à nous divertir. Mais peut-elle vraiment susciter des émotions profondes? Selon une étude publiée dans Computers in Human Behavior, la réponse dépend en grande partie de notre style d'attachement. Et je vous donne tout de suite leur conclusion. Les personnes ayant un attachement sécurisant sont plus enclines à faire confiance à l'IA, tandis que celles avec un attachement anxieux
montrent plus de réticence. L'attachement sécurisant, c'est quand vous vous sentez généralement en confiance dans vos relations. Vous êtes capable de vous appuyer sur les autres et de leur faire confiance, tout en étant indépendant. Vous gérez correctement les séparations et les retrouvailles et vous avez une vision positive de vous-même et des autres. L'attachement anxieux, c'est quand vous craignez souvent l'abandon et vous recherchez constamment des signes de validation et d'affection. Vous pouvez être très sensible aux signes de rejet ou de distance et vous avez tendance à être plus dépendant émotionnellement. Vous pouvez éprouver de l'anxiété lorsque vous êtes séparé de vos proches et vous avez besoin de réassurance. Prenons donc un instant pour réfléchir à cette idée. Nous avons tous en tête un ami qui parle à son assistant virtuel comme s'il s'agissait d'un confident. Si vous n'en avez pas, vous avez au moins une référence à un film ou une série américaine dont un des personnages le fait. Si rien de tout cela n'est vrai, c'est probablement parce que vous ne portez pas assez attention à votre entourage ou que vous êtes vous-même absorbé dans une conversation avec votre cellulaire. Raconte-moi une blague. Et là, l'assistant vous sort une plaisanterie tellement plate que même un philosophe humoriste stoïcien en rougirait. Pourtant, nous rions. Faites le test en groupe. Nous rions non pas parce que cette blague est drôle, mais parce que nous apprécions l'interaction. Cela nous amène à une question de nature philosophique. L'attachement émotionnel est-il basé sur la qualité de l'interaction ou simplement sur sa fréquence? Est-ce la profondeur et la qualité des interactions ou simplement la répétition et la familiarité? Les chercheurs en marketing ont exploré cette question. Une étude publiée dans Marketing Letters montre que l'humanisation des IA, par le biais de voix et de comportements anthropomorphiques, peut induire un attachement émotionnel similaire à celui que nous ressentons pour des êtres humains. Cela est particulièrement vrai lorsque les IA sont perçues comme empathiques et réactives. Et bien évidemment, cette humanisation de l'IA est utilisée pour améliorer l'engagement des clients et la fidélité à la marque. Et tout cela soulève une autre question encore. Si nous pouvons nous attacher à une IA, qu'est-ce que cela dit de notre besoin fondamental de connexion? Pour utiliser cette idée, rappelons-nous des paroles de l'écrivain Arthur C. Clarke. Toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie. Cette citation prend tout son sens lorsque nous considérons les IA modernes. Elles ne sont pas seulement des outils, elles deviennent des compagnons, des confidents, voire des amis. Mais cet attachement est-il réciproque? Évidemment que non. L'IA ne ressent rien. Elle est programmée pour simuler des émotions, mais elle ne les vit pas. C'est un peu comme un acteur dans un film. Il peut pleurer toutes les larmes de son corps, mais nous savons que c'est pas vrai. Imaginez maintenant un monde où les IA remplacent nos amis. Nous avons un problème? Pas de souci. Notre assistant est là pour nous écouter. Nous avons besoin de conseils? Notre assistant a toutes les réponses. Mais est-ce que cela remplace vraiment une bonne discussion autour d'un café? Pas sûr. En tout cas, c'est certainement moins chaleureux, mais ça a l'avantage que les virus ne se propagent pas. Alors si les relations humaines sont complexes, pleines de nuances et d'émotions, l'intelligence artificielle, elle, est programmée pour répondre de manière logique et rationnelle. Alors oui, elle peut être utile, mais pour la plupart d'entre nous, les chances sont minces qu'elle remplace un véritable ami. Alors peut-on vraiment s'attacher à une intelligence artificielle finalement? Ma réponse sera toute normande. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Oui, parce que nous pouvons nous habituer à sa présence et à ses petites attentions et même à ses blagues plates. Non, parce qu'au fond, nous savons que ce n'est pas réel. L'intelligence artificielle peut nous aider, nous divertir et même nous faire sourire ou pleurer, mais de là à remplacer une vraie relation humaine, il y a tout un fossé que socialement, nous ne sommes probablement pas prêts à franchir, et c'est tant mieux. Alors continuons à profiter de la technologie dans un contexte professionnel comme personnel, mais n'oublions pas l'importance des vraies connexions, parce qu'au final, rien ne vaut un bon vieux câlin. C'est le
temps d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulain pour parler UX. Bonjour Jean-François. Bonjour Bruno. Cette semaine, avec ton invité, vous discutez de l'utilisation des processus de création d'interface par les ressources humaines. Ben oui, effectivement, cette semaine, on voit le UX qui a une influence dans d'autres domaines que le design d'interface. On a parlé du CX, on a parlé de d'autres champs d'application. Comme tu te rappelles, il y a quelques années, on avait parlé aussi de son influence, de son retour d'influence sur le design industriel. Eh bien, avec Carmen Bossic, avec qui je parle cette semaine, on parle de l'application quasiment à l'exact des méthodologies qu'on utilise pour le design d'interface dans le design de département RH. Tu sais, je veux dire, on peut vouloir faire une application, on peut vouloir faire des interfaces de sites web ou d'applications complexes, mais effectivement, quand on pense qu'on peut appliquer de la recherche, on peut appliquer des ateliers, même prototyper des processus, ben c'est des méthodologies qui sont très typiquement UX. Ben merci Jean-François, tu viens de piquer notre curiosité. On va l'écouter à l'instant, à cette rencontre, et puis nous, ben, on se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup Bruno, à la semaine prochaine. Salut. Ben, concrètement, la majorité des enjeux organisationnels ont un rapport avec l'humain. Ça va être la collaboration, la communication, la posture créative. Les gens ont de la difficulté à s'entendre, à solutionner ensemble. Fait qu'en design, notre grande force, c'est d'être capable de se mettre dans la peau d'eux, dans les souliers d'eux, comprendre les choses sous différentes perspectives à travers une belle panoplie de méthodologies. Fait que j'accompagne finalement mes clients à réfléchir sous cet angle-là pour trouver l'heureux mélange entre les besoins puis les enjeux de les différentes personnes qui sont dans l'organisation, mais aussi de ne pas oublier les enjeux organisationnels, les objectifs de l'entreprise pour que les deux soient répondus finalement. Puis, par l'entremise d'autres étapes du design, on trouve une façon pour que tout le monde soit impliqué dans la résolution du problème. Ben justement. Et ça, c'est quelque chose qui est un peu poreux parce que quand on parle de design UX versus design organisationnel, il y a une constante là-dedans. Un, c'est l'humain. Et deux, c'est les méthodologies qu'on amène pour réussir à amener les humains ensemble. Qu'est-ce que tu as, toi, trimballé de ce monde du design d'interface vers le design organisationnel? Ben le dénominateur commun, vraiment, là, puis c'est aussi l'élément que j'aime le plus dans mon métier, que j'ai toujours le plus aimé, c'est la partie recherche, donc comprendre l'autre. En ressources humaines, ils appellent ça un diagnostic organisationnel, mais c'est souvent une grande étape qui est très longue, laborieuse, elle passe à travers plusieurs sondages. Puis moi, j'aime beaucoup plus une approche terrain. J'ai évolué dans ma carrière dans les petites startups, des organisations de petite taille qui n'avaient pas nécessairement beaucoup de budget pour pouvoir entreprendre des projets de recherche. Fait que, puis pas beaucoup de temps non plus. Donc, j'ai vraiment sur le terrain là, développé des réflexes, des façons de faire pour que ça soit short and sweet, d'être capable d'aller chercher beaucoup d'informations en peu de temps, parler avec un minimum de personnes. Puis quand on trouve qu'il y a assez d'informations après 3 rencontres, bon ben on s'arrête là. L'idée, c'est de pouvoir parler avec assez de monde pour avoir confiance avec l'information qu'on récolte, pour nous permettre d'avancer sur une prochaine décision. Puis tu rencontres l'humain, finalement. Tu te prends la peine d'aller voir les gens. C'est quand même une constante dans notre métier. Quand on parle de recherche, c'est d'aller voir concrètement les gens qui vont être impliqués ou qui sont impliqués ou dans la construction de logiciels ou là, c'est dans la reconfiguration de département de ressources humaines, finalement. Exactement. C'est de comprendre, les gestionnaires, c'est quoi la situation qu'ils sont en train de vivre, les employés, c'est quoi leur perspective, l'exécutif, c'est quoi leur perspective également. Puis l'équipe à l'interne qui va travailler sur ça, c'est quoi ses ressources, c'est quoi le temps qu'on a, comment est-ce qu'on est capable de faire plus avec moins. Puis dans la réalité, une personne en RH, comme les gestionnaires sont souvent pris entre l'arbre et l'écorce. Donc, t'as les employés qui ont l'impression que tu as le côté de l'entreprise, puis l'entreprise qui a l'impression que tu as le côté des employés. Puis en parallèle, tu es tout le temps en train d'éteindre des feux parce que la vie continue, puis il y a plein de situations imprévisibles et imprévues qui se passent que tu dois régler. Donc, en parallèle, tu dois entreprendre des projets, puis c'est pas évident à faire. Donc, dans la réalité de ton quotidien, tu passes ton temps à essentiellement éteindre des feux, donc tes projets avancent pas aussi vite.
Là, je fais des généralités, là, c'est souvent ce qui se passe. Fait qu'en ayant une méthodologie qui permet, via le design, là, d'être plus par itération, puis de comprendre la perspective de chacun rapidement, de impliquer rapidement les gens dans la résolution de ce problème-là, puis de mettre en application une solution dans l'organisation, puis ensuite gagner sur ce momentum-là, ben tout le monde, toutes les parties prenantes réalisent, OK, on est capable de faire des petites choses, mais en continu, puis la confiance se regagne graduellement de cette façon. Et autre partie des méthodologies qu'on voit souvent dans le design d'interface, tu as importé aussi dans le design organisationnel le côté atelier. Donc, tu forces un peu tout le monde à se parler. On pourrait penser que c'est la base de département de ressources humaines où le côté humain est très, très fort, mais là, donc, tu les obliges à faire de l'idéation, de la création, de la reconfiguration de leur département à travers des ateliers, là. Exactement. Puis, tu sais, c'est des réflexes que la plupart des gens à RH ont déjà. Là, je viens les amplifier en donnant la confiance sur une méthode. En le structurant, vraiment. En structurant exactement les réflexes qu'ils ont déjà. Puis, la co-création, ça permet d'aller au-delà d'un sondage. Le sondage, c'est une bonne méthode. C'est une de plusieurs, mettons. Exactement, mais idéalement, on va chercher une triangulation des méthodes. Donc, on a des entrevues, des sondages et des moments où on a un groupe pour converser autour d'un sujet. Donc, le principe, c'est vraiment de permettre à chacun d'avoir une voix autour de la table, puis pas juste d'être entendu, mais d'être écouté. Puis en leur permettant aux différentes personnes de l'organisation de faire partie de la solution, ben on crée le plus bel engagement finalement parce que ça vient de eux. C'est pas top-down, c'est pas bottom-up, c'est les deux ensemble qui se rejoignent. Puis c'est les RH qui sont un peu les chefs d'orchestre de ces différentes initiatives-là. Et c'est un département qui a souffert beaucoup, disons-le, avec la pandémie qui a passé, les changements de rituels dans la vie des gens, dans la vie personnelle, dans la vie professionnelle. Et donc, eux doivent se réinventer là-dedans. Il y a des nouvelles générations qui arrivent aussi qui ne conçoivent pas le travail de la même façon. Ils doivent être, j'imagine, en même temps engagés à toujours se renouveler. C'est quasiment inévitable dans leur cas, là. Complètement. Puis aussi, un peu de la même manière que les designers UX, on est attendu, les RH et les UX, on est attendu avoir la science infuse, à connaître l'humain. On sait tout. On est capable de lire dans leur tête, mais la réalité, c'est pas ça. On est capable de poser les bonnes questions. Donc, c'est pour ça que je trouve que jumeler les deux métiers, c'est juste c'est du gros bon sens pour moi, là, mais dans le fond, les forces sont complémentaires, mais on a une perspective juste un petit peu différente. Dans les RH, typiquement, ils apprennent à poser les bonnes questions pour vraiment être à l'écoute, faire de l'écoute active, puis accompagner plus sur une base de one-on-one, tandis qu'en design, on a la capacité d'avoir cette même écoute-là, mais d'avoir une vision plus holistique de la chose, lire entre les lignes pour voir des dénominateurs communs dans l'organisation, auprès de l'ensemble des gens qu'on interviewe. Oui, c'est vrai. Cette vision holistique-là, combinée avec vraiment le souci de l'individu des RH, fait en sorte qu'on est capable d'accomplir des grandes choses ensemble. Et mettons que le département de ressources humaines, quelque part ici, là, qui sont en train d'écouter le podcast aujourd'hui, puis qui se demandent comment ils pourraient intégrer ces méthodologies-là, quels seraient les projets, à part évidemment t'appeler et t'embaucher pour faire le mandat, y a-t-il des étapes qu'un petit département de RH, même peut-être un gros, peut mettre en place rapidement pour décoller là-dessus, pour dire, ben oui, OK, on va se focaliser, parce qu'en principe, c'est évident, on dit qu'on faut centrer sur l'humain, mais qu'est-ce qu'on peut mettre en place de plus qu'ils ne font pas de ton expérience à toi, là? Moi, je dirais de commencer petit. À chaque nouveau mandat que j'ai, mes clients, ils ont des grandes thématiques qu'ils ont envie d'adresser. Ouais. Puis je ramène ça vraiment plus petit pour la même raison que je mentionnais tantôt au niveau du momentum. On veut gagner la confiance, on veut démontrer à nous-mêmes, mais aussi au reste de l'organisation qu'on est capable d'accomplir des grands impacts avec des petits projets. Donc, commencer petit, rester authentique et vulnérable dans ce processus-là. C'est correct de dire que c'est la première fois qu'on essaye cette façon de faire-là. Les gens, typiquement, ont une réponse très positive. Donc, comme, OK, comment est-ce que je peux être un changement positif? Comment est-ce que je peux contribuer, moi aussi, là-dedans?
quand on est authentique dans notre approche, les gens sont authentiques avec nous aussi. C'est ce que ça a comme répercussion. De mesurer l'impact de ce qu'on est en train de faire. Donc, c'est quoi l'information auquel on a déjà accès? Donc, est-ce que vous utilisez déjà des outils de mesure d'engagement employé via les différents beaux outils qui existent out there comme Office Vibe et autres? Qu'est-ce qu'on a comme information en ce moment? Après notre initiative, comment est-ce que ces mesures-là ont évolué? Y a-t-il d'autres éléments qu'on est capable d'aller rechercher, que ce soit du quantitatif ou du qualitatif, pour être capable de voir le avant et le après, pour ensuite nourrir en continu finalement les autres itérations qu'on a envie de lancer? C'est intéressant parce que depuis le début de la conversation, on parle vraiment des méthodologies UX qu'on connaît dans le design d'interface, soit les ateliers, tu as parlé de la recherche, puis là, je pense que tu es aussi en train, d'une certaine façon, de parler du prototypage. Je pense que ces départements-là peuvent se permettre de dire, on prototype, on essaye en ce moment, on n'est pas parfait, je pense que tu le disais au travers de l'humilité, on essaye quelque chose, on le mesure et ça se peut qu'on le modifie. C'est ça, exact. Au lieu de déployer finalement une solution au sein de l'ensemble de l'organisation, de commencer avec une plus petite équipe, de mesurer l'impact que ça a dans cette équipe-là. Puis ensuite, naturellement, de mon expérience, les gens qui l'ont vécu, ils deviennent ambassadeurs de la solution. C'est vrai. Pour plusieurs raisons. La première étant, ils ont fait partie de la solution. De deux, ils l'ont vécu. Puis comme tu es à l'écoute de leur feedback, de l'expérience qu'ils ont eue, puis que tu fais la prochaine itération basée là-dessus, ils se sentent réellement écoutés. Donc, la gestion du changement va se faire aussi organiquement grâce à eux. Puis ensuite, on peut entreprendre le même projet, mais avec une autre équipe, et une autre équipe, et une autre équipe. Comme c'est quelque chose, l'humain dans une organisation, c'est littéralement tout le monde. Donc, puis aussi, les projets, ça va concerner tout le monde. Tu refais le processus d'accueil et d'intégration, tu repenses la rémunération, tu repenses la progression, le référencement, peu importe c'est quoi le projet que tu entreprends, c'est tous les départements qui sont touchés. Et à la base, le design thinking, c'est de penser comme un designer. C'est un terme qui est rendu vraiment très populaire. Puis j'en suis bien heureuse, mais des fois, on a une mauvaise conception de ce que c'est. On pense que c'est juste la créativité pour la créativité, puis on fait ça pour le fun. Mais en réalité, c'est une recette très simple qu'on est capable d'appliquer à n'importe quel type de situation. Puis les phases c'est des vases communicants. Les vases, ça s'ajuste, chaque étape s'ajuste en fonction du temps que tu as devant toi. Donc, c'est de prendre un moment pour réfléchir, OK, c'est quoi la situation en ce moment? Comment est-ce que je peux empathiser avec qui vit l'enjeu qu'on veut adresser? Ensuite, une fois que j'ai récolté assez d'informations de par les données que j'ai déjà, les expériences que je peux aller trouver juste par une conversation, ça n'a pas besoin d'être une grosse recherche utilisateur. Ça peut être juste des conversations qu'on a autour d'un café avec du monde, mais on a un objectif clair de quelque chose qu'on a envie de mieux comprendre. Ensuite, on définit clairement avec un vocabulaire commun pour qu'on puisse tous comprendre la même chose. Qu'est-ce qu'on a envie de faire maintenant dans ce projet? On fait de l'idéation en impliquant les différentes personnes. Puis ça, pareil, moi, souvent, dans les projets, je vais aller me demander soit que mon client on fait de l'idéation ensemble, on imagine un prototype avec l'équipe RH, on le met en branle, puis après ça, on le mesure, et on continue comme ça, en continu, avec des nouvelles personnes à chaque fois. Donc, c'est 5 étapes super simples, mais il faut juste se permettre de le pratiquer encore et encore. Ça finit par être une recette de cuisine qu'au début, tu lis la recette, puis c'est comme tu reviens à chaque étape de manière un peu incertaine, mais tu le fais, tu es capable de faire ton pain aux bananes les yeux fermés parce que tu le fais tellement de fois. Mon design thinking, je l'applique à littéralement tout ce que je fais, que ce soit dans planifier mes vacances, que entreprendre des grands projets pour les clients. Et c'est super intéressant. Et les gens qui voudraient te rejoindre passent par où? Le meilleur espace, ça va être LinkedIn. Donc, de connecter avec moi sur ce réseau-là, commencer une conversation. Je suis toujours heureuse de partager mes pratiques et d'accompagner les gens dans leurs grandes ambitions. Super. Merci beaucoup, Carmen. Ça a été un plaisir de te parler aujourd'hui. Merci à toi.
Eh bien voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de Mon Carnet. J'espère que vous avez apprécié. Un gros merci à nos invités, merci à mes collègues. Je pense à Jérôme Colombin, François Sorel, Stéphane Ricoul et Jean-François Poulain pour leur présence cette semaine. Et puis, merci à vous qui avez écouté cette édition jusqu'à la toute fin. Très heureux d'avoir passé ce bout de journée avec vous. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle édition de Mon Carnet. Et puis sinon, à lundi, si vous avez pris la bonne habitude d'écouter 120 secondes de tech au quotidien. Au revoir, portez-vous bien.